2, 1. Ouvrez très grand votre esprit, car vous êtes sur le point d'entrer dans un monde totalement fascinant, ultra différent de tout ce que vous avez connu jusqu'à aujourd'hui. Bienvenue à l'émission du maître de l'insolite François C. Bourbeau, qui enquête dans l'étrange, l'inexpliqué, depuis plus de 45 ans. Allons le rejoindre en direct du studio C comme Charlie au AM 980. Bonjour, mesdames, messieurs, bienvenue à cette 10e édition de l'émission Le Maître de l'Insolite avec François C. Bourbeau qui reçoit aujourd'hui quelques bons invités que vous allez découvrir avec nous, avec moi et avec mon co-animateur, nul autre que qui? Don, Emilio, y a-tu des applaudissements? Zino! Merci, monsieur le réalisateur. Il était pas prêt. Alors, salut, Don. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci beaucoup. Je fais le mieux. Non, les petits Ouais. applaudissements. Non, mais je suis pas habitué. Ben, tu vas t'habituer. Ça me gêne. You're the king. Ça me gêne. Ça me gêne. Être Sur la sellette? tu sais, des petits compliments de même comme applaudissements, mais tu peux me mettre devant 50 000 personnes. Ah, puis là, ça te gêne plus. J'ai même pas de papillon dans mon estomac. Je suis fait pour Ben, ça. vois-tu, t'es pas normal. Ben, c'est ce que ma femme m'a dit un matin. Que t'étais pas normal? Ouais. C'est vrai que tu paranormal. C'est ça. Ah, jeu Mais c'est de ça. mots. C'est pas croyable. Ben, Bon, c'est ça. aujourd'hui, on a Ouais. beaucoup de trucs à vous partager, messieurs, dames, sur le menu. Hein, je le dis souvent. Mm-hmm. On vous invite à un énorme repas. Un exemple. Pardon, j'ai oublié de fermer le pot de mon micro. C'était pour voir si l'autre suivait en avant. Mais regarde, il s'en vient, là, il y a 10 000 affaires à faire. Puis en plus, il faut qu'il fasse des photos parce qu'on a besoin de souvenirs. Oublie pas de faire des photos, boss. Hein, Charles? C'est bon. Hein? Ton micro était fermé, on t'a pas entendu. C'est bon. Tout ça pour vous dire que le grand repas auquel vous êtes conviés, vous avez le droit de tout manger ce qu'il y a sur la table. Vous allez être malade. Mais choisissez votre repas. Choisissez les plats dans lesquels vous voulez piger. Et c'est un peu une analogie que je fais ici au niveau de l'esprit. Vous savez que tout le monde barre les portes de leur véhicule, barre les portes de leur maison, autant celles de devant que de derrière, du cabanon, verrouille leur vélo, verrouille tout. Mais les gens n'ont pas encore appris à verrouiller les portes de leur esprit. Tout entre par tous les côtés et les gens se rendent compte beaucoup plus tard que ce qu'ils ont laissé entrer a fini par tellement les perturber que là, ils cherchent la solution pour faire sortir ce qui, malheureusement, il est trop tard, est déjà entré. Cette émission, sans prétention, vise à vous offrir quelques petits moyens pour apprendre d'abord à verrouiller les portes de votre esprit, à choisir sur la table les petits plats qui vont mieux passer dans votre digestion intellectuelle, et vous allez moins risquer, banalement, de tomber sur une assiette qui, pour vous, est peut-être empoisonnée, alors que la personne à côté, elle, ça fait complètement son affaire, l'assiette. On commet trop souvent l'erreur de penser que parce qu'on a goûté à quelque chose et qu'on a détesté, qu'on va la décrier, la catégoriser et dire « c'est pas bon pour personne », alors que c'est faux. Chaque chose, tu sais, on dit tout le temps le temps arrive à point, à qui c'est attendre, et bon, il y en a une trollée comme ça d'expressions que nous connaissons. Et je pense que tout ce qui nous reste en tant qu'être humain, c'est l'expérience et le temps. Pour apprendre, malheureusement, c'est le temps, hein, il faut faire avec, à savoir qu'est-ce qui est bon pour moi puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Il faut passer par extérieur, périence. Ce que tu viens de Voilà. dire, là, c'est très intéressant au niveau de l'esprit, puis ce qu'on laisse rentrer, parce que justement, il y a un phénomène dans l'ufologie qui s'appelle les walk-in, OK? que tu connais très bien, évidemment. Non, je connais rien là-dedans. Là, tu veux rire de moi le matin. C'est toi le maître
Oh, c'est un En titre de tout cas, show, ça. C'est un walk-in. En tout cas, on parlera de ça. On va faire une émission là-dessus. C'est vraiment intéressant. Un walk-in, ça peut être au niveau des extraterrestres, mais ça peut être aussi au niveau des forces noires. Force occulte. You know what I'm talking about. Ah, lui, je te le dis des fois. Bon. Je donne mes nouvelles rapides que je n'ai pas eu le temps la semaine dernière à l'émission de mentionner. C'est important. Alors, très rapidement, tu connais l'étoile Proxima du Centaure. Moi, je la connais. Elle est à 4,2 années-lumière. Dans ma pratique de l'astronomie, en fabriquant des télescopes, et je sais que ma prochaine invitée va m'intéresser beaucoup parce que son papa aussi adorait l'astronomie. Moi, j'ai appris mon ciel par cœur très jeune, puis étant membre d'un club d'astronomie pendant plus de 20 ans, j'ai eu la chance de toucher à peu près à tout, et surtout l'astrophotographie, et même la photographie du ciel en stéréoscopie, en 3 dimensions. Je me suis beaucoup amusé là-dedans, tellement que j'ai 6000 diapositives du ciel. C'est pas rien. C'est bien des heures passées dehors. Ben oui. C'est l'équivalent de, je vous dirais, en 10-12 000 heures, plus de 20 ans. Ça équivaut à peu près à l'expérience d'un pilote d'avion, un avion de ligne, qui accumule dans sa vie entre 10-12 000 heures de vol. Ce sera le cas de notre deuxième invité aujourd'hui, qui, pour lui rendre hommage, à titre posthume, parce qu'il est décédé en 2018, va nous livrer ce que moi j'appelle la première preuve officielle reconnu de l'existence matérielle des ovnis, parce qu'à bord de son avion, lui, sa copilote, un steward, non seulement vu l'objet, mais 2 radars au sol, un civil et un militaire, Pour appuyer ont ce fait. confirmé la Ouais. présence de l'objet, ce qui devient, selon la classification dans le NINEC, un RO, radar optique. Radar parce que des radars l'ont détecté, et optique parce que des témoins visuels l'ont constaté. Ça, on va en parler tout Puis à l'heure. Dr. Richard Haynes avait interviewé ce gars-là. Mhm. Puis, tu sais, quand Haynes met les mains là-dessus, là, c'est parce que c'est vrai. Bon, j'accélère un peu. Proxima du Centaure, qui est donc à 4,2 années-lumière, abrite une exoplanète bien connue. On l'appelle Proxima B. Mais il paraît qu'on vient d'en trouver une deuxième. Ah oui? Elle est très glaciale et 6 fois plus grande que notre planète. On fait 12 756 km au niveau équatorial, là, le diamètre de notre planète. Faites x 6, 12 par 6, tu retiens 2, tu mets 1, 72 000. Ça fait peut-être 75 000 km de diamètre. C'est une grosse planète. C'est loin d'être gros comme Jupiter, mais c'est gros. Alors, la naine rouge Proxima Centauri a été observée pour la première fois en 1915. C'est l'étoile la plus proche du Soleil. Mais l'étoile la plus proche de notre planète, c'est le Soleil. Ben oui. C'est une étoile, le Soleil. 93 millions de milles de loin. Mais c'est 150 000 km. Anyway. Alors, donc, il y a 3 ans, il y a une équipe d'astronomes de l'European Southern Observatory qui annonçait cette découverte. Et ils ont calculé l'orbite de Proxima Centauri B, qui évolue dans une zone, dit-on, habitable. C'est pour ça qu'il y a un milliardaire russe, si tu te souviens, qui veut investir grâce aux travaux aussi associés avec Stephen Hawking, et ils vont expédier vers l'étoile Proxima du Centaure un petit engin équipé d'appareils photo, évidemment de très haute résolution et de qualité. Mais à cette distance-là, la question qu'on se pose, c'est ça va prendre 4 ans et demi à la vitesse de la lumière, l'onde électromagnétique qui va émettre les signaux photographiques vers la Terre, avant que l'on commence à voir les résultats de qu'est-ce qu'il y a à la surface de cette planète. Est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce qu'il y a des plantes? Est-ce qu'il y a de la vie? Faudra attendre. Mais le vaisseau n'est pas encore parti. Alors, Tu parles-tu de SpaceX, Elon Musk? Non. Je te parle complètement d'autre chose. Là. OK. Le Cosmos est devenu de plus en plus une grosse entreprise de business et il y a de plus en plus des hommes, des femmes là, qui ont de l'argent et qui désirent investir dans l'espace. Ce qui est le plus payant, c'est de vendre des billets pour y aller. Mais proche, là, tu sais, tu te mets en orbite où tu connais la pesanteur, donc t'as plus de poids, t'as plus rien, puis t'entends des sons bizarres des fois qui sortent des colonnes de son d'un vaisseau spatial. Là, tu cherches l'origine de ça, tu pèses sur tous les pitons, puis tu comprends pas d'où ça vient.
comme actuellement est en train de studio. chercher mon réalisateur qui se pose la question, mais d'où ça vient ces sons-là? C'est en dehors du studio ou ça sort de la console? Mais les phénomènes paranormaux, moi, ils me suivent partout. Je provoque toutes sortes c'est d'affaires ça que j'étais pour dire. sans m'en rendre compte. Alors, c'est ça que je voulais vous dire. C'est une grosse planète froide et massive. Il y fait moins 233 degrés Celsius. Reste à voir si un jour la vie s'y développera. Deuxième nouvelle rapide. Des chercheurs développent un moyen de contrôler la vitesse de la lumière et de la renvoyer vers l'arrière. C'est des chercheurs de l'Université de la Floride qui ont mis au point un moyen de contrôler la vitesse de la lumière. Ils peuvent non seulement accélérer et ralentir celle-ci, mais la faire reculer. Alors, dans la revue Nature Communication, un texte a été publié sur les travaux de ce groupe et ce que cela implique, moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est l'application technique dans notre monde. Les militaires vont récupérer ça bien avant le civil. Et regardez ce que ça va faire. Je l'ai toujours dit. L'OVNI, d'abord, dégage la lumière. Et cette lumière, on ne la comprend pas. L'objet peut envoyer un faisceau de lumière au contour fini, capable de virage à angle droit de 90 degrés sans miroir. Et ce tube de lumière tronçonné a un effet mécanique chez les témoins. Quand le témoin dit « ça a touché mon épaule », le faisceau de lumière, j'ai senti qu'on me poussait. On n'est pas capable, avec une lampe torche, d'éclairer quelqu'un, puis de sentir que la personne va dire « Hey, ta lumière de flashlight, quand moi éclairée, ça m'a reculé de 2 pieds. » On n'est pas capable de faire ça encore. Et encore moins au niveau médical. On a des lasers. Ça peut faire toc-toc. Je viens de passer mes lasers dans les yeux. Je peux te dire que quand ça a fait toc-toc, je l'ai senti qu'ils m'ont ouvert un canal. Mais c'est un laser. On utilise des miroirs. C'est en milieu contrôlé. Puis c'est une grosse machine qui produit le rayon laser. Alors que l'OVNI, c'est de la lumière, qui produit de la lumière, qui produit des effets mécaniques. C'est des micro-ondes pulsées. C'est capable d'influer sur, la mécanique, tu sais, des automobiles, d'arrêter le moteur, la radio, les lumières et tout le truc, sans qu'on touche à rien. Le témoin sort la tête du véhicule, il regarde l'objet, la lumière le frappe, il est brûlé dans le visage, comme dans la rencontre du 3e type avec Truffaut, là. Et puis, sans rien toucher, l'OVNI s'éloigne, le moteur repart, les lumières se rallument, la radio redémarre, la personne dans l'auto fait le saut. C'est tout un phénomène. Il se met à poursuivre l'objet. Voilà. C'est tout un C'est phénomène. en gros les nouvelles. Et comme ça, là, on a le son en plus de l'objet. Parfois, il en fait du son. Oui. Un son comparable à un essaim d'abeille ou un son très sourd, grave. Presque dans l'infrason, où on sent plutôt la vibration dans la cage thoracique quand l'objet se déplace, Comme dans s'éloigne. le cas de Michalak. Steven Michalak, mais lui, je pense pas qu'il a dit qu'il y avait un son. Oui. Mais il a senti l'air sortir de la trappe quand ça lui a brûlé l'abdomen. Oui. Et dernièrement, je remercie Gérard Lebas de m'avoir transmis l'information en rapport avec les dossiers déclassifiés de l'Agence centrale américaine de renseignement, la CIA, concernant une trolley d'observation faite au Maroc. On sait que M. Gérard Lebas, français d'origine, habitait pendant longtemps le Maroc. Il est maintenant au Portugal. Et il a accordé une longue entrevue à un journal là-bas à caractère scientifique. Et Yabiladi, Y-A-B-I-L-A-D, a fait un texte sur lui et sur ses observations et tout le truc. Et on voit ici la photo. Je le présente pour ceux qui nous écoutent ou nous regardent sur YouTube. Je vous le montre à la caméra 2, ici en haut. On voit un petit peu là, à votre droite Gérard Lebas, qui donne cette entrevue à la dame qui a permis de créer l'article. Gérard Lebas est un grand ami à moi. Je suis allé le voir souvent en Europe. Et lui est venu au moins une fois au Québec pour visiter notre belle province et consulter la grande quantité d'archives que je possède. Pour terminer, avant de vous présenter notre première invitée, voilà la pause avant, c'est ça que tu me dis, boss? OK. Ne pas oublier que GoFundMe, actuellement, on est en campagne de levée de fonds. Je veux remercier, même s'il a voulu rester anonyme, je vais juste vous dire son prénom, Marcel. Il a fait un don de 1 000 $ de sa poche à GoFundMe. Pourquoi? C'est le site dans lequel, si vous allez sur GoFundMe, GoFundMe.com, vous tapez encore une fois le nom François C. Bourbeau, vous arrivez dans notre page. Vous allez trouver là plus que ce que le client demande, c'est-à-dire
Nous voulons amasser la somme de 60 000 $, pas pour la mettre dans nos poches, c'est pour payer 3 compagnies différentes qui, elles, affirment posséder la technologie pour récupérer le contenu des cassettes VHS que je possède, dont certaines ont presque 45 ans. Ouais. On a l'image, mais le son, faut que tu mettes ta télé à 100, et là, tu entends du hiss de bande. Tu entends les paroles, mais c'est faible, faible, faible. La compagnie qui fait ça à Ottawa peut, elle, enlever le hiss, le chut, et augmenter la qualité du son de telle sorte que vous allez l'entendre aussi bien que vous m'entendez actuellement à la radio. Et les cassettes audio et les centaines de milliers de pages que j'ai accumulées Ouais, faut le dire. depuis 1974. Mais après, je me suis merculé dans le passé puis j'en ai ramassé des affaires Faut le dans dire. les journaux puis partout et mes enquêtes de terrain. Et d'ufologues comme M. Ferguson, comme j'ai récupéré quelques dossiers, heureusement, de M. Bordelot, Ouais. et de quelques autres ufologues qui m'ont légué leur matériel en prévision de l'auberge G astronomique pour gastronomique G, la force G de Newton, et l'observatoire astronomique qui y sera associé et la station radar. Mais le plus important, c'est de numériser tout mon matériel, un, avant que je meure, et deux, avant que quelqu'un, quand moi je serai plus là, décide de faire comme l'épouse de M. Henri Bordelot, c'est foutre le feu là-dedans et que tout s'envole en fumée et que tout un pan de l'histoire insolite du Québec disparaisse. François, Alors, s'il vous plaît, tout ce que je vous demande, c'est pas de me faire plaisir à moi, c'est de vous offrir le droit d'avoir accès à mon matériel et d'un jour, via le site françoiscbourbeau.com et éventuellement les autres sites, parce qu'on en a plusieurs, qu'on va tous lier vers françoiscbourbeau.com, vous aurez accès à tout ce matériel. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Voilà pourquoi, s'il vous plaît, faites un don, que ce soit... Cette valeur GoFundMe demande un don minimum de 5 $. J'aurais aimé que ça descende plus bas, parce que souvent, des gens ont des cartes prépayées, là. Et moi, j'en ai 7-8, là. J'ai 1 et 22, puis j'ai 2 et 14. Tu sais, c'est des montants que je ne dépenserai pas si c'est fini, là. J'aimerais ça pouvoir aller sur GoFundMe, tout rentrer numéro de carte d'une shot, puis tout donner ces grenouilles de restants de cartes pour en faire un don. Et je suis sûr qu'il y a plein de Québécois qui seraient prêts à le faire, parce que de toute façon, c'est des montants qui sont perdus. Tu vas pas au dépanneur pour 1 et 22, là. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Jeter de la gomme ballon. Alors, les gens pourraient faire des dons, mais il faudrait que GoFundMe comprenne qu'on peut faire des dons autres que 5 $ pile. Il pourrait accepter les sous, les cents, puis il pourrait aussi accepter les plus petits montants en bas de 5 $. Je vais m'occuper de ça cette semaine. Je vais les appeler, je vais leur brasser à Canis. On va voir s'ils vont accepter cette espèce de préentente. Et on s'organisera par la suite pour ramasser cette somme très importante, puis vite, parce que le temps passe. Moi aussi, je tourne sur la même planète que vous, puis on fait des tours du soleil en translation, et c'est bien une valeur. Moi aussi, je subis les arbres du temps qui s'accumulent dans les plis de mon visage. Alors, t'es compte, puis ça te donne mon temps et mon âge, passé sur le vaisseau spatial que nous nommons la Terre. On fait une pause. Tout de suite après, nous allons plonger très loin dans le passé pour mieux comprendre le présent et peut-être son avenir. Notre prochain invité, auteur de l'ouvrage Otage du silence, Myriam Kaiser. Dans quelques instants, demeurez des nôtres, le meilleur reste à venir. Demeurez des nôtres avec le maître de l'insolite François C. Bourbeau, qui vous invite à poursuivre votre réflexion sur le sujet d'aujourd'hui au AM 980. La suite après cette pause. Bonjour, hello, buongiorno, buenos dias. C'est à mon titre de coproducteur des émissions Le Maître de l'Insolite avec François C. Bourbeau que je désire inviter les personnes qui s'intéressent, voire même qui se passionnent autant que moi au tableau d'art contemporain réalisé par de grands peintres de chez nous à poser un geste spécial. Je vous parle ici des peintres Saunders, Norwell, Thériault, Blanchet, Bourbeau, Benoît ainsi que Wannes. Pourquoi? Désirant apporter ma contribution financière personnelle à la recherche ufologique québécoise en accordant 10% du produit des ventes de mes tableaux à l'œuvre que poursuit le maître de l'insolite François C. Bourbeau.
S'il y a un intérêt, je vous invite à me contacter via ma page Facebook à mon nom, Don Emilio Zino. Cette publicité est payée par les centres d'appel du groupe callcentersplus.com. Nous sommes de retour à l'émission du maître de l'insolite, François C. Bourbeau. Voilà, mesdames, messieurs, en ce samedi pluvieux, avec les rivières qui débordent de Rigaud jusqu'à... Je sais pas les paroles, mais ça ressemble à ça. Alors aujourd'hui, évidemment, il pleut sur tout le Québec et les inondations sont à nos portes. Félicitations à toutes celles et ceux qui, en tapant mon nom dans YouTube, nous regardent en direct via la page le maître de l'insolite, là. Alors, c'est le logo, l'insolite à la télé, mais enfin, c'est ça. La télé, on a une image, et vous voyez passer derrière moi les autos. Mais c'est bien ça, hein, boss, réalisateur. Actuellement, nous avons l'image, grâce à vos caméras GoPro, qui diffuse sur YouTube. Exactement. Puis le son, c'est directement de la console. Donc, Stéréo. si des gens appellent, là, les gens qui nous regardent via YouTube vont entendre les communications. Tout le monde entend tout. Donc, c'est grâce à vous, monsieur le réalisateur, que vous avez réussi à corriger tous les problèmes. Exactement. Bon, ben mon cher Charles, c'est à ton tour de ne plus te laisser parler d'amour, car tout le public mérite un applaudissement. Bravo. Ça, toi, tu le mérites parce que tu as travaillé fort pour régler le problème. Et ça fait longtemps que le monde disait ne pas entendre les gens à la radio. Merci. Bon, Bonne bravo émission. Charles. Merci. Ça, c'est réglé. Deuxième chose, on rentre dans le vif du sujet. Attache ta tuque, toi, mon cher Don. Ça va chauffer. Parce que là, on reçoit un être tout à fait exceptionnel. Parce que normalement, des gens qui passent par vers quoi cette personne a passé, moi, je te dirais que il y en a une couple qui serait plongée dans la drogue, l'alcool, pour essayer de noyer leur peine, leur tristesse et s'éloigner de ses pensées dans la prison de l'esprit, plutôt que de garder ce beau visage, cet équilibre et de rester debout, solide comme un chêne. Tu comprends? Ouais, ma grand-mère disait tout le temps, qu'est-ce que tu veux être dans la vie? Un radis ou un chêne? Parce que la nature va prendre 2 semaines pour te faire un radis. Mais elle va mettre 100 ans pour fabriquer un chêne. Fait que décide, qu'est-ce que tu veux être? Mesdames, messieurs, l'auteur du livre « Otage du silence » chez Béliveau, éditeur, sacrifié à une secte à l'âge de 2 ans, captive durant près de 20 ans, elle est devant nous, elle est avec vous aujourd'hui, Madame Myriam Kaiser. Bonjour, Madame Myriam. Bonjour. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Ça va très bien? Tout à fait. Tout à fait. Et notre eau, vous fait-elle du bien lorsqu'elle rentre dans ce tout petit corps assis devant moi? Ça va bien. J'ai lu pas mal vos livres. Vous en avez écrit 3. Là, je parle de celui-là qui est le dernier en liste. Dernier. OK. L'avant-dernier Oui. que j'ai dans les mains. Affranchi ma motonomie. Voyez-vous, là, on s'en fâche. Il faut lire avec les yeux, hein, pas toujours avec l'impression de ce qu'on a compris. Motonomie de Myriam Kaiser. Et c'est aux éditions Pleine Conscience. Je pense que c'est vous, ça, qui avez édité à compte d'auteur. Oui. Et le premier, qui est finalement, j'allais dire vachement, mais ça, c'est bien fait. Un livre, là, à couverture cartonnée, les pages cousues, avec de la couleur, avec beaucoup d'illustrations et, encore une fois, photos en couleur, papier glacé. C'est du Bambou. 90M. Je suis un ancien éditeur, moi aussi, je connais ça un peu. Ça coûte une fortune imprimer ce genre d'ouvrage et il s'intitule « S'accompagner soi-même en pleine conscience de l'émotion à l'éveil ». Félicitations pour ces 3 bouquins que nous allons tout à l'heure faire tirer à nos auditeurs, auditrices. Je vous dirai quand. C'est pas nécessaire d'appeler tout de suite. C'est pas le temps. On répondra pas. Mais, dites-moi, ce qui m'a frappé le plus, là, d'abord, vous êtes à quelle position dans les enfants? Je sais que votre papa et votre maman ont eu 6 enfants, 3 gars, 3 filles. Oui. Vous êtes la 5e? 5e. Ah! Oui. Je vous ai eu. Oui. Vous êtes né en quelle année? 1969, ce qui me donne 50. Pile. Ben, bravo, 50e. Bravo. Et vous êtes maman vous-même de 14 enfants. 2 enfants. OK. Donc, vous n'aimez pas les enfants. J'adore les enfants, mais ils en valent 14. OK. Maman de 2 enfants. De l'autre côté, 6.
votre papa, lui, appartenait à une longue lignée de Mes 2 parents étaient de famille de 8 enfants, 8 égales des deux côtés. des 2 côtés. Ah. Mon père était 19. Mm. Imaginez, ça fait des grosses familles dans C'est ces des temps-là. grosses familles. Par contre, j'ai constaté, et je sais que beaucoup de gens vous posent la question, vous avez été victime d'une secte dès l'âge de 2 ans et prise là-dedans pendant 20 ans. Vous n'êtes pas allé là-dedans de votre propre gré en disant « Moi, là, je vais là parce que je veux aller là. Absolument. » Racontez-moi comment c'est arrivé. Mais il faut se reporter dans les années 60, Mhm. dans l'époque où il y avait des grands changements dans l'Église. Mes parents qui venaient tous les deux de milieux religieux de leur époque, hein, et qui ont eu de la difficulté à suivre ces transformations-là. Et comme je le dis souvent, si mes parents avaient eu les choix, les options qu'on a aujourd'hui au niveau de la spiritualité, probablement qu'ils auraient fait d'autres choix. Mais les sectes, à ce moment-là, c'était quand même quelque chose qui était courant. Et je crois que ça avait quand même une connotation peut-être un peu moins péjorative que depuis qu'il y a eu Johnstown, lors du Temple solaire, tous ces gros drames-là. Mais de toute façon, c'était des gens qui étaient en quête, puis je pense qu'ils n'avaient pas appris, mes parents, que la quête à l'extérieur de nous est toujours un terrain glissant. Mais il faut aussi dire du côté de votre papa, il y avait déjà 2 frères qui étaient des déjà prêtres. qui étaient prêtres. Là. Oui. Et comme il adorait beaucoup Dieu, il y avait déjà une forte tendance Oui. vers peut-être la prêtrise. Oui. C'est peut-être qu'il n'était pas très bon à l'école, puis qu'il skinait, comme on dit, puis qu'il a fait des cours, qu'il a préféré apprendre, comme on dit, sur le tas, par l'expérience, à l'extérieur des murs d'une école, où il a développé une multitude de talents, dont vous nous parlez dans l'ouvrage, où il était très habile de ses mains, il était un homme multitâche, multifonction, Oui. vraiment très débrouillard, et il adorait les étoiles, le ciel, notre galaxie. Ouais. Ça, moi, j'ai accroché tout de suite là-dessus parce que très souvent, ça aide à conserver l'équilibre. Oui. Mais Dieu l'appelait constamment. C'était Oui. pas un leitmotiv chez lui, mais on aurait dit que c'est un aimant, il n'était pas capable de s'en détacher. C'était plus fort que lui. Dieu, 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 c'était omniprésent chez lui. C'est un être profondément spirituel, puis vous parlez des étoiles, il cherchait Dieu là-dedans. Bien sûr, je présume. Il cherchait plus grand que lui. Et comme j'ai dit, c'est les options, il n'était pas tout à fait les options qu'on a. Donc, c'est pas pour les excuser, mais je pense que s'il y avait eu les options qu'on a, il aurait peut-être fait d'autres choix. Oui. Je crois. Je portais à croire. Ah ça, oui? Parce qu'on sent que malgré le temps qui a passé, vous ne donnez pas l'impression, même dans votre écriture, puis en passant, vous écrivez vachement bien. Merci. C'est vraiment très, très bien écrit. Vous faites usage de beaucoup de qualificatifs, de qualifiants. Et on voit que vous avez fait école. Avez-vous un bac dans quelque chose, une maîtrise, un doctorat? Je Mon suis allée Dieu! faire des études en psychologie, mais l'écriture, depuis que je suis enfant, c'est quelque chose qui coule de source en moi. Donc, quand on dit que ça coule de source parce que c'est naturel, donc est-ce que ça vient d'une vie antérieure? Je ne sais pas. Attendez. Est-ce que le temps que vous avez passé au sein de la secte en question? Là, premièrement, tout le monde veut savoir le nom de la secte, l'adresse de la secte, elle existe-t-elle encore, patati, patata. Pourquoi refusez-vous de nommer cette secte et de nous dire où elle se trouve? Elle se trouve au Québec. Elle est supposée être en Belgique, selon moi. Non. On est parti de la Belgique pour venir au Québec dans cette secte-là. Mes parents ont déménagé de la Belgique pour se joindre à cette secte-là qui est au Québec. Et elle fonctionne encore. Elle fonctionne encore. Les raisons pour laquelle je ne le nomme pas, il y en a plusieurs. Vous avez encore de la parenté là-dedans. Oui, parce que ma mère et 3 membres de ma famille sont toujours encore là. Puis il y a même un membre de ma famille qui est sorti, mais qui est toujours adepte. Donc, je peux presque dire que ma famille entière est encore là. J'ai juste une Donc, personne. vous avez peur de leur causer préjudice en Non. dénonçant peut-être? Non, pas du tout. Alors, Pas qu'est-ce du qui se tout. passe? Il y a plusieurs choses. Mettre la lumière sur eux, c'était pas du tout l'objectif de mon livre. C'est tout à fait une autre tangente que ça leur a pris, moi, l'objectif du livre, parce que comme je suis conférencière, je suis formatrice dans le domaine de la reprise de son pouvoir. L'objectif avec lequel j'ai écrit ce livre-là, c'était beaucoup plus pour montrer aux gens que peu importe nos circonstances de départ, on peut reprendre notre pouvoir, on peut être heureux. Donc, d'avoir nommé la secte, ça leur a amené
un débat Un sur les sectes, un focusage sur les focus, sectes, puis ça aurait les sectes, complètement... C'est un autre champ de bataille, c'est pas du tout ça. Les gouvernements, ils sont en train de s'occuper des écoles illégales, donc je pense pas que c'est le temps de mettre du focus là. Mais vous savez qu'en France, il y a des lois très strictes Absolument. contre les sectes et puis Absolument. ils mettent la clé dans la porte assez vite, merci. Absolument. Au Québec, c'est le free for all. C'est Mais- bien libre, puis on dirait que tout le monde se crée une église là, parallèle parce que c'est bien payant. Hein? Dès que tu touches à Dieu, là, l'argent pleut. Regardez, Notre-Dame de Paris vient de brûler. Ah oui. C'est pas des milliers qui tombent, là. C'est des Milliards. milliards qui sortent des poches des plus riches de la terre pour reconstruire des pierres et des églises. Et pourtant, Jésus a été le premier sur la planète à dire cessez d'adorer oui. les pierres, puis les sculptures, puis les statues. Puis, tu sais, c'est pas là que ça se passe. Mais tu sais, outre C'est quand ça, même étrange. outre ça, quand je faisais partie de cette secte-là, comme on Ouais. a dit tout à l'heure, c'était un non-choix, mais quand j'étais vue en public, c'était moi sur qui on a lancé des œufs, sur qui on a lâché des chiens, à qui on a fait vivre des Attendez, choses attends, vraiment pas le Ils ont fun. fait ça? Ben oui, Ça puis vous est arrivé? ça m'est arrivé, puis quelque part, je me dis, ben c'est sûr que les gens me voyaient comme une représentation de cette secte-là, mais ils réalisaient pas, tu peux pas savoir que tu victimises un enfant qui a déjà été victimisé. Donc, quand les gens ou les jeunes viennent frapper aux portes, on veut s'attaquer au culte, mais les dirigeants sont dans leur château fort, sont jamais touchés. Et les enfants des sectes, on leur a appris depuis qu'ils sont jeunes que le monde extérieur était méchant. Donc, quand ça vous arrive, vous renforcez ça. Bon, Donc, c'est automatiquement, là, vous contre-productif. ne parlez pas des témoins de Jéhovah. Non plus, mais même les témoins de Jéhovah, je me dis qu'il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont été forcés dans ces cultes-là. Ben, c'est pour ça que Puis, je vous parle de ça. En leur faisant vivre ça, en s'attaquant à eux, en leur frappant la porte au nez ou en leur faisant vivre de la méchanceté, on renforce l'idée que ces gens-là ont, que le monde est méchant et que, bon, nous, on est d'une élite. Et je pense que c'est contre-productif. Donc, comme j'ai des frères et sœurs qui sont toujours dans la secte, je me verrais très mal de leur faire vivre ça Ouais, parce je que j'ai comprends. nommé la secte. Donc, il y a plusieurs raisons qui m'ont... Et vous savez, j'ai voulu éviter le sensationnalisme. Ça aurait été facile d'aller là pour vendre le livre puis tout ça, mais j'avais quand même un message, une intention qui dépassait ça. Donc, j'ai opté pour ça. Ça ne veut pas dire que je les nommerai jamais, mais pour le moment, je pense que c'est pas... Dans Otage du silence, votre ouvrage, là, chez Béliveau Éditeur, Oui. c'est quand même pas un 400 pages comme faux. 500 là. pages. 500 pages et plus même. Oui, 4,89, on compte les... faut tout compter les pages quand on calcule. Là, 500 selon, pages, les oui. éditeurs. Voilà. Quand vous étiez jeune, quand je dis jeune, là, c'est vraiment enfant, vous aviez caché sur vous une image de la Vierge et c'était un peu comme votre petit réconfort. Oui. Et là, les adultes parce que vous sembliez dormir dans un énorme dortoir, on parquait les enfants tous ensemble, Oui. pas le droit de posséder rien de personnel. On vous attrape avec une photo de personnel bien à vous, et là, on vous fait mettre nu dans l'espèce de comment on appelle ça? Vestiaire. Le vestiaire, où on met les manteaux. Et puis, il y en a une qui vous tient, puis l'autre qui a de l'air assez baraqué sort une ceinture de cuir, ben, elle commence à varger sur vous, Oui. à fesser, à en perdre connaissance, à vous faire vomir. Oui. Ça a duré combien de temps, ça, cette espèce de massacre-là sur votre corps? Je peux pas vous dire, j'ai 3 ans, là. tu sais. 3 ans, mais, puis on vous tabasse comme ça. mais ça, c'était quotidien. C'était... Attendez, là. À tous les jours, on vous passait à la strap. Plus j'étais petite, plus c'était violent et régulier. Étiez-vous la seule à subir ça ou tous les enfants passaient à la strap? Tous les enfants étaient violentés, mais il y en avait qui l'étaient plus que d'autres. Aucun ne l'était pas du tout. Pas que je sache. Tu sais, j'ai 3 ans, j'ai pas... Tu sais, il y a des choses qui m'échappent, mais j'ai quand même beaucoup, beaucoup de conscience. Puis ça, sur là, l'âge ce que vous me dites là, c'est en quelle année que ça se passe? En 70, 71 à peu près? Ben, 72? J'ai 3 ans, dans 72. Bon, vous êtes ouais. dans 69. Et ça, ce que vous me dites là, ça se passe au Québec, là, en Ça se passe au 72, Québec, là, oui. 2 ans après la crise d'octobre. Mm. Il y a Oui. combien d'enfants qui Beaucoup. dorment là?
Donnez-moi un chiffre. 100, 200, ou 3, ou 4, ou 22? Non, on est plus des centaines. C'est difficile Des centaines? Garçons et filles, oui. C'est sûr que c'est difficile à dire à cause de mon jeune âge d'évaluer, mais on est certainement par groupe une cinquantaine. Puis je vois, on est à peu près 4-5 groupes de filles, puis de garçons Puis probablement. là, les autant. gars sont séparés des Sont filles. séparés des filles. Mais dans ces années-là, c'était très nombreux. C'était des centaines de personnes. Est-ce que seulement des femmes vous battaient ou il y avait des hommes qui le faisaient? Non, parce que les hommes et les femmes étaient séparés. Donc, c'était les femmes qui nous battaient. De temps en temps, il y avait le gourou là, Bon. qui descendait faire un razzia. Là, mais... Le kangourou, lui, là, il sort d'où? C'est un Québécois, ça? Ou c'est Oui. un importé, il vient d'ailleurs Non, là, c'est un avec sa Québécois. foi? C'est un Québécois. Puis il est toujours là, lui, ou il est décédé, puis Il un est autre a pris sa décédé. place? Il est décédé. Un autre a pris sa place? Oui. Puis ça devait être son meilleur ami, le bras droit. En fait, c'est un enfant qui a grandi là aussi. Ah, donc, lui, il a le cerveau lavé, là, mais lavé. Il a été conditionné à ça. Vas-y, donne. Hein? Gêne-toi pas. Pose des Non, bonnes mais questions. Je suis pas allé. Je m'excuse, mais moi, ça m'affecte beaucoup. Ouais, je sais que t'as de la les misère. enfants, là, c'est tellement précieux parce que moi, mes enfants sont adultes, puis j'y colle encore, puis ça vaut de l'or pour moi. Où est la police là-dedans? Puis si la police peut rien faire sans préjudice envers le corps de police qu'on a au Québec, la Sûreté, la GRC, Police de Montréal, je sais pas trop. Ben, si personne porte de plainte, ils peuvent pas enquêter. Donnez-moi Non, des non, mais- informations, puis je vais aller voir. Donne, ses yeux parlent. C'est quoi votre réponse? Écoutez, Vous regardez dans eu- vos souvenirs. Vous regardez en haut. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu des descentes de police, il y a eu des choses dans oui? les journaux. Ce que je pense, puis ce que j'ai su, parce que je suis pas dans le secret des dieux, donc ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait des gens, des services de police qui étaient accoquinés et il y a eu de la corruption. Donc, quand il y avait des descentes, ils étaient Bon. avisés, puis bon. Donc, la corruption, là, il y en a un peu partout. Bien Ça, sûr. c'est ce que j'ai compris, mais tu sais, j'ai pas de preuves tangibles de ça, mais parce que j'ai posé des questions, puis c'est ce que j'ai compris. J'aime pas la question. Je suis obligé de vous la poser à titre d'animateur et de journaliste. Je suis obligé. Excusez-moi. Il faut aller là. Mm. Est-ce qu'on vous a abusé sexuellement? Oui, Est-ce qu'on l'a fait à tous les enfants, selon vous? je peux pas répondre à cette question-là. Je sais que c'est arrivé à d'autres, mais je peux pas répondre. En parliez-vous entre vous, les enfants? Absolument pas. C'était défendu? C'est un C'était sujet défendu. tabou? De toute façon, on n'avait pas le droit de se parler Les enfants? entre nous. Et, y avait-il une école dans ce mouvement-là où vous alliez à l'école, au moins pour apprendre, pour lire, Oui. pour faire de la mathématique, pour, je sais pas moi, puis après ça, ils vous envoyaient les questionnaires officiels du gouvernement pour passer des vrais examens pour que votre éducation soit reconnue. On allait à l'école, c'était l'école des frères des écoles chrétiennes, mais ça faisait absolument pas partie du ministère. Quand je me suis évadée de là, j'étais pas fichée. Donc, ça fait absolument pas partie du ministère de l'Éducation. Mais on vous éduquait sur place. On nous éduquait sur place de base. Là, Mais ceux les qui ma- vous enseignaient, celles qui vous enseignaient, possédaient-elles elles-mêmes des diplômes pour avoir le droit de vous enseigner? Ou on il vous y a- enseignait de la chenoute? Il y a certaines personnes qui sont arrivées à l'âge adulte qui avaient des métiers. Donc, tu sais, oui, au travers de ça, il y en a eu, mais c'était ceux qui étaient choisis parce qu'ils semblaient avoir les bonnes habiletés, là. Mhm. Donc, c'était pas juste en fonction de ça. Il y en a qui ont grandi là, qui étaient un peu plus forts en français ou en mathématiques. Mais on nous enseignait les frères des écoles chrétiennes comme en 1900. Et l'objectif, c'était pas qu'on devienne des gens prêts pour l'université. C'était vraiment d'avoir la base, puis après ça... Genre la vaisselle, les planchers, les vitres, puis surtout ça. là, Faire- C'était du cheap labor qu'ils voulaient pour la Ben, sec. c'est ça, parce que là-bas, C'est du brainwashing. les anyway. gens font tout, là, donc fallait être capable de faire. C'était ça probablement les premières études à faire Ouais. et les réponses aux questions à Puis répondre. c'était beaucoup plus l'histoire de l'Église. Tu sais, De les cette choses église-là. Ben, l'histoire de l'Église en général, mais Ah, on vous enseignait ça. mais l'histoire de l'Église avant que l'Église soit ce qu'elle est aujourd'hui. Tu sais, l'histoire des pères du désert, des saints, ceux qui se martyrisaient eux-mêmes. C'était une connotation catholique. Là. Catholique. L'enseignement était de descendance judéo-chrétienne. C'était pas là, des trucs là, par rapport à des grands moines tibétains ou Non, du catholique. judaïsme. Catholique, mais Moyen Âge. Ah oui. Oui.
Tu sais, mettre le Et sacrifice. je bois de l'eau, j'ai la bouche sèche, j'en reviens pas, ça me met sur le cul. Mettre Excusez-moi. le là, sacrifice, le renoncement, l'oubli de soi, tout ça au centre. Bon, attendez. Moi, j'ai déjà assisté à une cérémonie sacrificielle messe noire à Paris dans les catacombes. J'ai pas aimé ça, là, mais j'étais là. Vraiment, là, c'était pas beau, là. Ouais, puis c'est le sang, puis une femme se fait violer sur un hôtel en pierre, là. Moi, j'ai pas trouvé ça facile. Est-ce que... Excuse-moi, Don, mais il faut y aller. Regarde, C'est s'il pour faut, ça que je suis pas un recule-toi. journaliste, moi. Ben, recule-toi du micro, parce que sinon, on t'entend respirer. Désolé. Ce que je veux savoir, Mme Myriam Kaiser, c'est Kaiser qu'il faut prononcer correctement. Kaiser. Kaiser. Je vais essayer de me rentrer ça dans la tête. Quand on vous frappait, est-ce que c'est arrivé ou cela s'est fait devant tous les autres enfants pour donner un exemple, pour Non. que tous comprennent? Vous avez vu ce qu'elle a fait, là, elle? Mais faites pareil, puis vous allez subir le même sort. Ben, absolument. On faisait ça régulièrement. Oui, oui. Donc, c'est un peu les techniques de la Gestapo, puis c'est un peu les techniques d'Adolf Hitler avec les SS, c'est-à-dire, on va moduler les fréquences de pensée des jeunes enfants, et plus tard, ça va être comme des robots, ils vont penser comme on veut qu'ils pensent, ils vont agir comme on veut qu'ils agissent, ils vont devenir les meilleurs serviteurs de notre cause. Ben, on se fait casser, puis on se le fait dire. Si tu plies pas, tu casses. Tu sais, t'as le choix, là. Ben, t'as pas le choix. Ben, c'est de plier ou de casser. Dans les deux cas, C'est ça. il n'y a pas de sortie possible. Pas de sortie possible. C'est pour ça que t'es otage. Même enfant, jeune, avez-vous souvent eu la pensée de sacrer votre camp de là en ouvrant une fenêtre la nuit? Non, non, parce que quand t'es aussi petit que je l'étais, t'as pas ces pensées-là. Mais je me souviens d'avoir très rapidement la sensation que je suis perdue. Dans le sens où j'ai des images comme si la terre s'est ouverte, puis que j'ai tombé dans la faille, puis qu'il n'y a personne qui va jamais m'entendre. Puis très, très petite, j'ai appris, puis j'en parle dans le livre, j'ai appris à ne pas pleurer parce que ça donnerait rien, à ne pas crier parce que ça donnerait rien sinon que de recevoir plus de coups. Mais la sensation de désespoir, de sentir que ça va durer toujours, puis qu'il n'y a jamais personne qui va savoir ce que je vis. Puis j'ai plus de parents, j'ai plus de pays, j'ai plus rien. Donc, c'est ça. C'est une dur comme ça, sensation ouais. de désespoir. Est-ce que... Oui, vas-y. Excusez. Excuse-moi, Dan. Qu'est-ce que vous souhaitez de la société qui vous écoute parler? Parce que moi, ça m'affecte. Qu'est-ce que vous aimeriez que, on va dire, les Québécois, pour le moment, fassent? Si la police ne peut rien faire, les gouvernements ne peuvent rien faire, c'est quoi? Il y a toujours Anonyme Vendetta qui pourrait intervenir, tu sais, des vigilantes masqués, puis on va aller punir des gens innocents, mais là, vous avez vraiment une cause. C'est impossible. C'est impossible. C'est pas que je vous crois pas, je vous crois. Mais c'est vraiment l'injustice. Ça devrait pas exister. Je pense que les gouvernements peuvent et veulent faire quelque chose. En tout cas, le gouvernement Legault, il a l'air à vouloir vraiment transformer des choses. Il a parlé des écoles illégales, ça en fait partie. OK. Parce que toutes les écoles illégales, ou à peu près toutes, c'est sectaire. OK, on va se le dire, là. Ouais. Puis qu'est-ce que je veux que les gens retiennent, c'est qu'après le pire, le meilleur peut venir. Mais tu sais, au niveau personnel, moi, c'est pour ça que j'ai dédié ma vie à enseigner aux gens le plein pouvoir, parce que quand tu es dans le plein pouvoir, dans ton pouvoir, Ouais. t'adhères pas à toutes sortes de choses, ou si tu, par inadvertance, tu te fais prendre, la réalisation est là parce qu'il y a un jeu fort à l'intérieur. Ouais. Tu sais, il y a un manque de contact avec soi-même pour en arriver à... C'est intéressant, attends, là, ce qui vient d'être écrit par Michou 8877 actuellement sur YouTube. Elle écrit, cette personne, « Si personne ne dénonce, rien ne se passera. » Ben, je Absolument. dénonce. Mais- Je dénonce quand je Ben, fais vous ça. refusez de dire c'est qui, c'est où la secte, es-tu installé à Moronites, c'est où Barienne, pour qu'on puisse dire au gouvernement, à Legault peut-être, hey, réveillez-vous, allez faire une enquête, défoncez la porte, rentrez là-dedans, sortez les enfants qui sont là, faites de quoi? C'est parce que c'est pas comme ça qu'il faut procéder pour Comment? ce genre de choses-là. Il faut le faire d'une façon beaucoup, beaucoup plus réfléchie.
arriver puis défoncer, puis tout ça, ces gens-là, ils se sentent déjà persécutés. Donc, dès que tu vas aller... Là-dessus, vous avez raison. Il faut faire attention, c'est pas la bonne façon. On va faire la pause, mesdames et messieurs, et je me réserve une question par rapport à David Koresh. À la pause, restez là, bougez pas. Demeurez des nôtres avec le maître de l'insolite François C. Bourbeau, qui vous invite à poursuivre votre réflexion sur le sujet d'aujourd'hui au AM 980. La suite après cette pause. Bonjour, hello, buongiorno, buenos dias. C'est à mon titre de coproducteur des émissions Le Maître de l'Insolite avec François C. Bourbeau que je désire inviter les personnes qui s'intéressent, voire même qui se passionnent autant que moi au tableau d'art contemporain réalisé par de grands peintres de chez nous à poser un geste spécial. Je vous parle ici des peintres Saunders, Norwell, Thériault, Blanchet, Bourbeau, Benoît ainsi que Wannes. Pourquoi? Désirant apporter ma contribution financière personnelle à la recherche ufologique québécoise en accordant 10% du produit des ventes de mes tableaux à l'œuvre que poursuit le maître de l'insolite François C. Bourbeau. S'il y a un intérêt, je vous invite à me contacter via ma page Facebook à mon nom, Don Emilio Zino. Cette publicité est payée par les centres d'appel du groupe callcentersplus.com. Qu'est-ce que les femmes veulent? Les derniers styles européens sans le coût d'un billet d'avion? Sterling Art Boutique vous l'offre ici même. Voyagez à travers l'Italie, l'Allemagne et Israël avec un arrêt en Espagne et une escale au Royaume-Uni. Vous aurez l'impression de faire du shopping à l'étranger. Maintenant, vous savez où trouver ce que les femmes veulent. Toujours confortable, toujours stylé. Toujours Sterling Art Boutique. 504 rue Maine à Hudson. Suivez-les sur Facebook. Sterling avec un I Art Boutique. Que faire si un de vos parents ne pouvait plus vivre seul? La résidence pour aînés Château-Dollar a toutes les réponses. Des soins personnalisés et un personnel dévoué. Le tout situé au cœur de l'ouest de l'île. Depuis maintenant 30 ans. 514-685-4444. Châteaudollar.com. Nous sommes de retour à l'émission du maître de l'insolite, François C. Bourbeau. Ah, et voilà, de retour à l'émission, mesdames et messieurs. Merci d'être présents en aussi grand nombre sur notre page YouTube pour nous regarder en direct aujourd'hui, samedi 20 avril 2019, ou encore de nous écouter en direct pour la qualité de son directement et pas de fenêtre pop-up qui s'ouvre à tout bout de champ, c'est-à-dire via le site www.françoiscbourbeau.com. Vous allez en haut dans la petite fenêtre Médias, sans cliquer avec votre souris sur rien. Vous placez la pointeur souris sur Médias, 2 lignes vont apparaître. La première, c'est la page que vous devez choisir pour nous écouter directement. Vous cliquez une fois sur AM 980, qui est la station. Vous arrivez dans une autre page où vous nous écoutez en direct. La deuxième, c'est le secteur des podcasts où vous allez retrouver là toutes nos anciennes émissions depuis le début. Et là, vous allez pouvoir les enregistrer et les conserver à vie et les réécouter, jusqu'à temps que vous allez prendre en défaut notre invité. Notre invité aujourd'hui, qui est Mme Myriam Kaiser. Et moi, je m'amusais tantôt en lui disant, il y a un slang en québécois qu'on utilise souvent, j'en ai plein le Kaiser. Je ne sais pas, il y a sûrement là une déformation qui vient de votre nom de famille ou il y a... Parce que l'origine de ça, c'est belge. C'est belge. C'est flamand, là. C'est enfin, flamand, il y a mais deux, le nom, il est beaucoup en allemand aussi. Ça veut dire C'est ça, César. je t'ai pas dit. C'est allemand. C'est César en flamand. Yeah, it's like Kunzer. Ouais. Kunzer. Kunzer. Ouais, Je suis OK. mieux de Kunzer. J'ai beaucoup d'amis en Belgique, dont entre autres un bonhomme que je veux inviter à l'émission, qui est le professeur Auguste Mécène de Louvain-la-Neuve, l'université. Et j'ai un autre ami aussi qui enseigne maintenant à la même université, là, qui est diplômé là-bas. En tout cas, c'est des gens fabuleux qui traitent entre autres du sujet des ovnis. Et c'est rare qu'on a des scientifiques officiels, diplômés, dont M. Auguste Mécène, qui lui a enseigné au MIT aux États-Unis et qui travaille sur la physique, mais appliquée, là. Tu comprends pas quand tu lis les formules, c'est clair. Il faut que tu parles, tu poses des questions, parce que il est très cérébral. Et votre père était aussi un homme assez cérébral, je crois. Absolument. Et la question qu'on doit se poser, c'est pas de votre faute si vous êtes devenu une victime de cette secte. Alors, moi, si votre papa vous aimait autant,
puis votre mère sûrement aussi, mais d'une bien maladresse manière, là, maladroitement, mais c'est quand même vos parents qui ont fait entrer les enfants là-dedans. Mais Absolument. bon sang, qu'est-ce qu'ils ont trouvé de si extraordinaire à cette secte pour embarquer même toute la famille dans ça? Est-ce qu'on vous a un jour donné une réponse de la part, soit du père ou de la mère qui vous ont parlé? Oui, c'est sûr. Mon père, parce que mon père, il a fini par s'évader aussi de là, puis il est décédé il y a 1 an hier. Que mon père est décédé en Belgique. Hier, Oui, 1 an. oui, Nos condoléances, mais le hasard est quand même oui. un petit peu fabuleux. Oui. Là. Mais c'est ça. Mon père, oui, m'a donné des réponses. Puis comme il m'a toujours dit, j'ai pensé pour faire pour le mieux. Puis s'il y avait eu une ligne directe avec l'au-delà, j'aurais bien fait autrement. Mon père s'est beaucoup excusé des choix qu'il a faits. Ma mère continue à croire qu'elle a fait pour le mieux, puis qu'elle elle a fait ce qui était le plus héroïque. Et présentement, je suis l'objet de ses plus grandes souffrances parce que je suis vraiment sur le chemin de la D'accord. perdition avec la sortie de Dans cette votre école. livre, vous, là, on voit que vous avez fait de nombreux efforts pour vous rapprocher de votre maman, puis elle vous fuyait, elle ne voulait pas vous parler. Et finalement, vous vous êtes décidé, un jour, vous avez quitté le Québec pour vous rendre directement en Belgique, là, dans une petite ville où elle travaillait, puis vous avez attendu la fin de la journée pour être sûr qu'il n'y aurait pas un client pour la déranger, et vous l'avez confronté, et là, vous lui avez dit, « Man, là, tu vas me parler, là, tu vas t'expliquer, moi, je veux apprendre à te connaître parce que je ne te connais pas. » Mais Bang! c'était ici au Québec, puis oui, Ah, c'était au Québec, oui, OK. mais oui, j'ai fait ça. Là, vous l'avez mis au pied du mur, Je carrément. l'ai fait souvent. La dernière fois où j'ai vu ma mère, ça fait 5 ans, je suis allée la voir, puis j'ai dit, maman, j'ai dit, avant que tu partes, j'ai besoin de savoir qui tu es, parce que ma mère, c'est un énigme pour moi. C'est une grande Puis- aristocrate, une belle grande femme, 1,78 m. On voit tout de suite qu'elle n'est pas piquée des verres. Là, tu sais, Ouais. Elle avait de la classe. Ouais, ouais. Puis ça a l'air que ça a flashé pas mal quand elle a vu votre père. On voit tout de suite dans votre écriture qu'en se voyant les deux, ça a fait cling, cling, cling Ah, tout de ouais, suite. ouais, ouais, ouais. Et les deux, en plus, étaient en amour avec Dieu. Oui. Les deux Oui. recherchaient Oui. fortement une présence au-delà d'eux-mêmes, puissante, pour tenter de comprendre, cherchez-moi, l'origine de d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait ici, où est-ce qu'on va. Mais ma mère, ça l'a été Dieu, là, quand elle a embarqué dans tout ça, cette espèce de côté religieux, ça l'a pris tellement de place que c'est devenu, dans mes yeux à moi, là, je vais dire un mot qui semble être un jugement, mais c'est comme devenu de la bigoterie tellement que c'est Ah, à intense. ce point. Tu sais, tu peux plus parler de rien d'autre. Puis je lui ai dit la dernière fois que je l'ai vu, j'ai dit, maman, j'ai dit, je suis plus capable, c'est trop, c'est comme... Et ça me fait beaucoup de peine parce que je l'aime, ma mère. Mais puis probablement qu'avec la sortie du livre, je la reverrai plus, là, parce que la secte sont comme ça. Mais Oui, ils doivent exiger de leurs membres encore présents et actifs de couper les ponts définitivement avec tous ceux qui en sortent. tous ceux Ils qui font en tout sortent, ça, les sectes. oui. Puis ceux qui vont en parler, ça c'est l'outrage ultime. Et je pense que parce que ma mère est âgée, c'était sa fête aussi cette semaine. Elle a C'est quel drôle de âge à peu hasard, près, là? 82 ans. Wow. Le 13, c'était son anniversaire. 13 de quelle date? Avril, c'est cette semaine. Avril. Oui, ça fait cette semaine, c'était sa fête. Puis je pense à ma mère, j'aime beaucoup ma mère malgré tout, mais il n'y a plus de communication possible entre elle et moi. Donc, C'est terminé. Ben La non, porte est parce close. que ma mère est en pleine croyance, puis moi, j'essaye de vivre le plus possible dans la conscience, puis c'est deux mondes. C'est un peu comme la vieille technologie, elle ne s'arrime pas à la Oui, nouvelle vous technologie. êtes plus un porteur de flambeau maintenant avec vos conférences et tout le truc. Tu sais, la conscience est ouverte sur les autres, est pas exclusive, est inclusive, tandis que la croyance, c'est my way or no way. Ah, voilà. C'est complètement autre. C'est une nouvelle technologie, la conscience. On n'est plus là. Puis on est incompatible parce que moi, je suis ouverte à tous les êtres de bonne volonté, puis même à ma mère, je suis ouverte à elle dans le fait qu'elle, c'est son niveau de conscience, c'est ce qu'elle est, c'est ce qu'elle... Tu sais, je peux pas les juger, je pense qu'elle croit vraiment bien faire, donc je la rejette pas. Mais les gens qui sont dans la croyance, ces gens-là rejettent les autres qui pensent pas comme eux, et c'est ça qui est triste. Puis c'est ça que je trouve qui évolue pas chez eux. Puis on parle de cette secte-là,
on parle de ma mère qui est dans quelque chose de judéo-chrétien, mais qu'on parle d'intégrisme, c'est toutes les formes d'intégrisme qui sont basées sur la croyance, qui rejettent tout ce qui n'est pas pareil comme eux, alors que la conscience ne fait pas ça. Ça a de Exactement. l'altitude, ça l'inclut, Et ça de respecte, l'inclusion, voilà. ça Réunir. respecte là où l'autre est, ça respecte... C'est une communion des idées, c'est comme union. Oui. C'est pas désunir, c'est Voilà. comme union. Communion, j'aime vraiment le jeu de mots. Puis, c'est un peu comme la personne qui court le marathon, qui regarde l'enfant faire du quatre pattes, elle lui donne pas un coup de pied dans le derrière, elle le méprise pas, il est juste ailleurs, il est juste en train de faire une autre expérience. C'est autre chose. Puis, j'aimerais ça, que ma famille soit là, mais je peux pas forcer, hein. Il y a beaucoup de belles questions qui passent rapidement actuellement sur YouTube. Entre autres, il y a DJ Doom qui m'écrit « Quand j'étais jeune, fallait aller à l'église tous les dimanches. Moi, c'était les samedis-dimanches. Mon père était diacre. J'aurais pu, tu sais, tomber dans une affaire comme vous, mais bon, il y avait un petit peu plus... il était un petit peu plus réservé. Mais il obligeait pas, mais tu sentais que c'était pas trop correct si tu n'y allais pas. Fait que, tu sais, pour pas sentir ça, tu y allais pareil, à l'église. Mais il y a quelque chose que j'aimerais rajouter, si vous me permettez, c'est que aujourd'hui, je veux quand même allumer une lumière rouge aux gens parce qu'on est dans un grand mouvement. Allumez-les, on vous écoute. On est dans un grand mouvement de recherche spirituelle. Oui. Puis aujourd'hui, on n'appelle pas ça nécessairement des sectes, mais il y a énormément de gourous, il y a énormément de gens qui savent, surtout avec les réseaux sociaux, tout le monde peut Bon, devenir il y a- le preacher du moment. Il y a beaucoup comment on appelle ça, des preachers qui enseignent, là, C'est puis ça. qui savent tout, C'est mais ils ça. savent pas ce qui va leur arriver demain, par exemple. Puis je trouve ça correct parce qu'on est dans un mouvement d'évolution, mais faut faire attention de garder, rester collé à son senti intérieur parce que tous ces gourous, tous ces coachs-là qui savent alors que toi, tu sais pas, faut faire attention, ça prend une autre forme, mais c'est toujours, est-ce qu'on garde notre responsibility, la responsabilité. Oui, j'ai vu. Je pensais que c'était une faute de frappe derrière le livre. Puis là, j'ai Non. vu dans le livre que vous reprenez ce mot parce que derrière la Le page quatrième, quatrième de couverture, là, le bac du livre, finalement, on voit très bien ce mot-là. Bon, je le trouverai pas, je le cherche. Là. Responsibility, c'est Ouais, vous le l'habileté qu'on a de répondre de soi pour soi, puis il faut revenir à ça. Il faut toujours revenir à ça. Bon, attendez, là, Myriam. Avant que je vous reparle, parce que je vais l'oublier, là, de l'affaire de notre David Koresh avec la secte qui existait c'était en Oklahoma, ça. C'était... aidez-moi sur YouTube si vous avez la ville précise où ça s'est produit. Là, j'ai un blanc de mémoire. Mais on va faire un tirage parce que Mme Kaiser a eu la gentillesse de nous emmener des livres en double et en triple. Alors, aujourd'hui, sans plus tarder, la troisième personne qui nous contacte au 514-4820980, Charles va vous répondre. On prend le troisième appel. Il n'a pas le temps de vous parler. Quand c'est le premier, il va dire premier. Deuxième appel. Le troisième, vous êtes gagnant. On prend votre nom, votre adresse, code postal, numéro de téléphone à la maison et votre adresse courriel. Et vous recevrez... ce livre, vous devez passer à la station du AM 980 pour venir le récupérer. Otage du silence, 500 pages de Béliveau éditeur, écrit par Myriam Kaiser sur sa vie, sacrifiée à une secte à l'âge de 2 ans, captive durant près de 20 ans. C'est fabuleux, intéressant, captivant à lire. Vous allez en apprendre beaucoup, je vous le garantis. Dites-moi si vous êtes d'accord, dites-moi si vous trouvez que ça a une résonance avec ce que vous avez vécu et dites-moi ce que vous en pensez. David Koresh, dans cette secte qu'il dirigeait, on a déjà un gagnant? Est-ce qu'on peut... Rouvre ton micro, dis-nous simplement son nom et sa ville, s'il te plaît, monsieur le réalisateur. On a Fernand Dubé en ligne. Il est présentement avec nous, le présentement. Est-ce qu'on peut lui parler? Oui. Ah, monsieur Dubé, bonjour. Comment allez-vous, mon cher? Bonjour, monsieur François. Vous êtes de bonne humeur? Oui, Bon. Vous appelez de quelle ville, vous? je suis à Montréal. À Montréal. Monsieur, vous allez devoir passer, vous savez où se trouve la station AM 980? Sur Papineau, je pense. Oui, oui. Papineau, un peu avant Rosemont. Oui. Ben, si vous roulez vers le nord, je sais pas. Au sud. Au sud de Rosemont, c'est ça? OK. Oui. Ben, vous passez à la station cette semaine et vous donnerez votre nom à la secrétaire à l'entrée. Nous, on va identifier le livre à votre nom. Et est-ce que vous avez laissé vos coordonnées complètes à notre réalisateur? Non, mais
Bon, alors, gardez la ligne. Je vous repasse le réalisateur. On vous met sur pause. Félicitations. Et Madame Myriam, êtes-vous contente de... Vous avez un nouveau lecteur? Bien sûr. Bonne Bon. lecture. Excellent. On va prendre, s'il te plaît, Charles, l'adresse, code postal, téléphone, courriel. Très important. Voilà. Et restez là. On a une autre surprise dans pas grand temps qui s'en vient. Koresh, là, vous savez que la DEA a sorti les haut-parleurs, fait jouer du rock'n'roll 24 heures sur 24, les lumières allumées pour pas qu'il y ait le droit à la noirceur pour dormir. Du bruit, là, pour les rendre fous avant d'attaquer, puis finalement se faire tirer. Puis il y a même un agent de la DEA qui a été gravement blessé, non, plus qu'un. Pour finalement constater que Koresh a mis le feu dans la bâtisse, ça a tué des enfants, des adultes, puis il s'est tué lui-ci. Mais saviez-vous que la même journée, David Koresh, dans sa ville, promenait un bébé dans sa poussette avec sa femme. La DEA le suivait dans la ville. Tout ce qu'il avait à faire, là, c'était de sortir des autos avec des guns. Freeze! Freeze! Hands up! Hands up! Lève tes mains, bouge plus. Passez une note au monsieur, t'as pas armé. Ben, il l'aurait mis dans les bagnoles avec la femme, le bébé, et ça aurait fini là. Savez-vous pourquoi la DEA ne l'a pas fait? Non. Parce que la DEA venait de se faire signifier par Washington que leur budget allait être coupé de moitié, et parce qu'ils ne faisaient aucun coup d'éclat puis que c'était mort dans ce coin-là, il ne se passait rien, il était pour dissoudre cet État-là, ce groupe d'intervention tactique dans le secteur où David Koresh résidait. Ces sapristis-là ont fait un show puis un spectacle pour attirer sur place les médias, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas arrêté David Koresh le jour même dans la ville pour en arriver à faire ce qu'ils ont fait. Et quand on étudie toutes les sectes qui, dans travers le monde, depuis la secte de Jérusalem attaquée par les Romains, là, qui était 900, qui se sont tous flingués. Depuis Jim Jones en 77, je crois, là, tu le sais, en Amérique du Sud, qui, lorsqu'ils ont décidé de mettre fin à leur jour, eh bien, qui ont bu le petit verre empoisonné de ciguë, là, eh bien, encore une fois, c'est dû à une influence extérieure. Parce que la CIA, la DEA, puis le FBI mettaient de la pression, et ils finissent par se suicider. Vous êtes en train de me dire que si nous, la SQ, la GRC, le gouvernement du Québec, rentraient là en défonçant les portes en voulant mettre trop de pression, on risquerait peut-être d'assister à ce qu'on a vu à la télé avec Koresh. Peut-être que le boss à l'intérieur, sentant qu'il est attaqué, ça lui démontre, puis il dirait à tous ses adeptes, voyez-vous là, regardez les méchants dehors ce qu'ils font. On a raison, ils ont tort. Dans ce cas-là, tout le monde, flinguez-vous, faut disparaître. Mais c'est pas ce que je dis parce que je pense pas qu'il y aurait un suicide collectif, là, de ce que je connais de cette secte-là. Mais c'est sûr que quand il y a des projecteurs sur eux, ils se sentent victimes, ça c'est certain. Donc, oui, ils se cacheraient ou des choses comme ça. Mais c'était à Waco, en passant. Merci pour l'information. Mais anyway, voilà. Mais c'est ça. Donc, tu sais, je présume pas que ça serait ce qui arriverait, mais je sais que c'est pas d'arriver puis de faire des descentes qui est la façon. Ça, je peux vous dire ça. Et vous nous avez dit pendant la pause quelque chose d'important que malheureusement, on ne peut répéter en ondes, mais on peut dire minimalement que vous êtes impliqué, que vous travaillez sur d'autres trucs en rapport avec Myriam Kaiser. C'est tout. C'est tout ce qu'on peut dire. OK? Je vais respecter ce que vous m'avez dit. Je suis gentil, hein? On n'ira pas plus loin pour pas vous nuire. Je suis témoin là-dedans. Pas de problème. Le plus important, là, supposons, là, quelqu'un lit votre livre. OK? Il connaît rien à rien, tout ça. Oui. Là, il est sous le coup de l'émotion parce que première lecture, première découverte, il n'a jamais vu une affaire de même, surtout de quelqu'un à l'intérieur qui en sort vivant puis qui raconte l'affaire. Et qui est tout bouleversé, là. Vous lui conseilleriez quoi à cette personne? Bien, l'objectif de mon livre, c'était pour montrer aux gens qu'est-ce qui fait que des gens intelligents en arrivent à perdre leur pouvoir. Ça, je voulais démontrer ça, parce que, contrairement à la tendance, la façon dont on pense, d'une façon générale, on pense souvent que les gens qui rentrent dans les sectes, c'est des gens qui sont faibles, fragiles. Et c'est pas ça.
c'est beaucoup plus des gens qui ont un plus haut niveau intellectuel que moi. Oui. Parce que c'est souvent les gens qui ont un quotient élevé qui sont en quête de changer le monde. C'est eux qui veulent, tu sais, qui ont beaucoup d'idéal. C'est pas le petit niaiseux qui a beaucoup d'idéal. OK. Par contre, là où est-ce qu'il y a de la fragilité, c'est au niveau de son jeu, au niveau du contact avec soi. Là, il y a de la fragilité. Mais tu sais, des gens qui viennent de l'ancienne école, ils n'ont pas appris à se mettre au centre. Donc, ils sont loin de leur sentier et ils se remettent en question. Et quand le monde autour d'eux est inadéquat et pauvre, ils pensent que c'est eux qui sont inadéquats. Donc, ils se remettent en question. Donc, il n'y a pas le contact de soi avec soi. Et la vérité passe presque toujours par quelqu'un d'autre. OK. C'est pas eux qui... Ça vient pas d'eux. Ça vient pas Il y d'eux. a C'est là la toujours fragilité. La triangulation. Puis dans le genre. livre, j'ai voulu montrer, oui, au travers de mon parcours, mais comment on brise un être. J'ai parlé de comment on brise un être physiquement, mais comment on brise un être moralement. Et ça, monsieur, madame, tout le monde peuvent se reconnaître dans ça. Je Puis présume. j'ai essayé de montrer comment on résiste puis comment on retrouve son jeu. C'est sûr que c'est un tome de ma vie, là. Il pourrait en avoir 3, mais ça, c'est cette histoire-là. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté notre très humble invitation pour venir partager avec nous ce que vous avez vécu. Je vous trouve saprement forte d'avoir passé à travers ceci, cela. Et en plus, aujourd'hui, vous présentez des conférences de motivation qui reposent sur votre expérience et vous annoncez désormais, non pas comme une victime de secte, mais bien davantage comme une porteur de flambeau. En Mais, 2 mots, c'est oui. quoi pour vous être porteur de flambeau? Mais, tu sais, je vais prendre une phrase que Jésus il disait. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Autrement dit, on porte quelque chose comment je dirais ça, qui va donner une saveur et on ne peut pas s'affadir. Puis l'autre affaire, c'est que il disait, le flambeau, il n'est pas fait pour mettre en dessous dans le garde-robe. Lui, il disait, il est fait pour mettre sous le candélabre. Ça veut dire qu'on est là pour montrer son feu à la face du monde. Puis moi, je porte un feu, c'est celui de retrouver qui on est avant notre histoire. OK. On va faire quelque chose. On doit s'arrêter ici. Deuxième tirage de 3 ouvrages cette fois. Et la première personne qui téléphone gagne 3 ouvrages. 514-482-0980. Faites vite. Appelez immédiatement et après, on va à la pause. Alors, vous allez gagner Otage du silence. Le dernier dont on vient de parler, c'est l'ouvrage qui raconte la vie de cette femme prise et captive pendant près de 20 ans de cette secte. Le deuxième qu'elle a écrit, Affranchi ma motonomie, de Myriam Kaiser. C'est à compte d'auteur aux éditions Pleine Conscience. Et son tout premier est merveilleux, comme je vous disais, cartonné, relié, cousu, tout le truc. S'accompagner soi-même en pleine conscience de l'émotion à l'éveil. Un beau gros livre, papier glacé, tout le truc. C'est fabuleux. Ma chère dame Myriam Kaiser, pardon. Félicitations, encore une fois. Bravo, gardez la tête haute. Moi, je n'ai que beaucoup de respect pour vous. Moi, je veux rien dire une chose en terminant. Là, je sais pourquoi que les êtres humains respectent les animaux beaucoup plus que les êtres humains, parce que les animaux ne font pas ces choses-là. C'est ça que je voulais dire. C'est grave, hein, pareil? Oui, On est c'est là, très grave. Mais c'est le temps que ça arrête, par exemple. Là, Oui, ça n'a puis plus de tant maudit bon sens. Oui, allez-y. Le livre S'accompagner soi-même en pleine conscience, qui est le premier que j'ai écrit, c'est tous les outils que j'ai trouvés, les outils les plus concrets que j'ai trouvés pour sortir de l'histoire vers le meilleur. Et ce livre-là, le livre que vous faites tirer, l'édition spéciale, il est presque écoulé. Il en reste que quelques exemplaires et on va le réimprimer à partir de l'automne sous la bannière de Béliveau Éditeur. Il va être partout. Donc, ça veut dire que si on veut cette édition-là, qui va prendre énormément de valeur parce qu'il n'en reste plus, il faut faire vite pour aller l'acheter en librairie. Il n'est pas en librairie, il faut aller sur le site porteurdeflambeau.com. Bon, porteurdeflambeau.com. Est-ce que c'est aussi le meilleur moyen pour vous contacter si on veut vous réserver pour présenter éventuellement une conférence, autant dans le cercle des fermières qu'un groupe d'hommes d'affaires, de femmes d'affaires qui aimeraient vous entendre venir nous parler de la femme, l'expérience que vous avez vécue à ce niveau et même plus. Oui, parce c'est-à-dire, que moi, l'expérience, c'est ce que vous en avez retenu. Oui, donc au www.porteur de flambeau, je suis facilement rejoignable, puis je peux parler de tous les sujets de croissance ou à peu près.
OK. Donc, comme présentement, on parle de résilience, on peut parler de pardon, on peut parler d'émotion parce que je suis devenue une spécialiste dans le monde d'entendre et comprendre ses émotions. Notre manuel de l'utilisateur. Ah! Donc, oui. Et, Ça, c'est une autre affaire. Hein? On vit au monde, hein? Mais on n'a jamais le petit livre là, de comment venir au monde puis comment vivre. Tandis que tu achètes un toaster, tu as toujours le Christine manuel d'utilisation du toaster. Bien, le livre S'accompagner soi-même, le premier titre qu'on avait choisi, c'était votre manuel de l'utilisateur parce que tout est là. Mais on trouvait que ça semblait un peu prétentieux, donc on l'a appelé S'accompagner soi-même. Tu sais, le titre en parle. Mais oui, j'adore faire des conférences, j'adore faire des jasettes avec le monde, des cercles de Ça parole. paraît dans vos beaux petits yeux bleus. Ah, merci. C'est gentil. Ah non, vous rayonnez. Moi, je trouve pas... En tout cas, ça peut pas faire autrement. C'est de deux choses l'une. Ou la personne a des yeux cernés, elle a le dos rond, puis elle marche courbée, puis si elle rencontre un autre malheureux, ben quand les deux se parlent, ça a l'air d'une communication entre deux parenthèses. Ou vous êtes comme vous êtes, c'est-à-dire souriante. Vous avez les petits plis d'yeux que j'aime qui montrent que c'est des yeux souriants. Vous rayonnez, vous dégagez, et on a le goût d'aller vers vous, puis vous parler, mais on comprend pas pourquoi au premier regard. On se dit, pourquoi elle m'attire? Je comprends pas. Et là, en vous découvrant, on se dit, ah, là, voilà l'affaire. Elle a eu une expérience hors du commun. Voilà. Là, je comprends. Mais dans le fond, c'est d'arrêter de donner son pouvoir à ceux qui ont voulu t'en enlever parce qu'ils ont déjà pris tant d'années de ta vie, donc tu veux pas qu'ils prennent plus. Puis si tu continues à être victime, mais ils en prennent plus. Puis, tu sais, les gens, quand ils me demandent comment tu fais pour t'en sortir, c'est à tous les jours un choix, une décision. Donc, la résilience, c'est pas un lieu qu'on atteint. Okay. C'est une décision. Mais je comprends cependant une chose. Malgré tout ce qui vous est arrivé, vous ne tenez pas rigueur ni à votre mère, ni à votre père. Pas de rancune. Vous ne gardez pas de rage dans le cœur, mais vous continuez de vivre et d'être le plus positif possible. Ils sont les meilleures personnes qui savent être aujourd'hui avec leur niveau de conscience. Rien à faire d'autre. Que Dieu vous bénisse, sœur dame. Ah, merci. Je seconde ça. Et je vous souhaite tout le bien que vous puissiez penser de moi. Donc, bien drôle. Mais tu sais, demain, c'est Pâques, puis pour moi, c'est toujours été une fête de sortir du pire vers le meilleur. Donc, pour moi, c'est très symbolique. Bien, très joyeuse Pâques. Puis, encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Et au plaisir de se revoir bien sûr, un jour et de se reparler à ce micro, parce qu'on est là encore pour longtemps. Ça merci. Marche? Merci. On va à la pause. Après, on parle avec Jean-Charles Duboc et Devenir. Demeurez des nôtres avec le maître de l'insolite François C. Bourgault, qui vous invite à poursuivre votre réflexion sur le sujet d'aujourd'hui au AM 980. La suite, après cette pause. Les amateurs de café, passez-vous le mot. Café Union a le grain de café parfait pour vous. Le mélange idéal grillé à la perfection avec l'aide d'instruments à barista. Le meilleur café filtre, espresso et cappuccino avec les cafetières de marque Rancilio et Quick Meal. Vous pouvez acheter en ligne pour une livraison au travail ou encore à domicile. caféunion.com. Venez nous voir à l'une de nos deux succursales, 550 Montpellier à Ville-Saint-Laurent ou 148 Jean-Talon-Ouest à Montréal. Café Union, une tradition de bon goût. Le décompte est en cours pour la grande vente d'entrepôts de Crickets. Lundi au vendredi de 10 à 18 h et les week-ends jusqu'à 17 h. Du 27 avril au 5 mai, vous y trouverez des vêtements pour enfants de 0 à 12 ans. De nouvelles collections sont disponibles. Crickets, une marque de confiance pour la qualité et le style. De nombreux rabais à partir de 3 $ et plus et nous payons les taxes. Paiement par Visa, Mastercard et Interact accepté. Vaste stationnement gratuit. 755 boulevard Lebeau, Saint-Laurent. Visitez crickets.com. On a hâte de vous y rencontrer. Nous sommes de retour à l'émission du maître de l'insolite, François C. Bourgault. Il nous entend, M. Duluth, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous nous appelez de quelle ville, monsieur? Ville de Laval. Ville de Laval. Le nom de la rue que j'ai ici, je veux pas que vous le disiez en ondes, mais la terminaison se termine par IL? Oui, E. 2LE, c'est ce que je pensais. Et le code postal, bon, 2Z5, c'est correct. Le téléphone, c'est correct. Vous n'avez pas de courriel, hein? Non, c'est mon épouse. C'est parce que je me souviens pas. Bon, vous avez le droit. Écoutez, oui, le plus important, mon cher M. Duluth, comme vous êtes le gagnant de 3 ouvrages d'une valeur totale de 10 855 $, ben non, je blague, là. Ben, c'est merveilleux. vous devez passer à la station du 980 cette semaine. La station.
l'émission. Bon, ben ça, c'est une motadine de bonne affaire. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous nous écoutez soit à la radio de votre auto, soit sur Internet, notre site web, soit par YouTube? La radio dans la maison et dans mon auto. Au 940 et au 980. Ah, OK. Vous êtes mieux sur le 980. Et Oui. très bonne habitude à prendre. Puis parlez-en à vos amis si vous aimez l'émission. Si vous ne l'aimez moins, c'est à moi que vous parlez. Ben oui. Moi, je vais corriger le tir. Mais bravo pour votre gain. On va mettre votre nom sur vos 3 livres et vous passerez dès lundi. Il y a Linda, la petite secrétaire ici. C'est bien ça, Don? Linda, son nom? Non, c'est Angie. Angie. Oui. Angie va avoir vos livres. Vous n'aurez qu'à les récupérer. Et moi, je vous le dis, c'est de la belle nourriture. Lundi, c'est fermé, lundi, non? Bon, je le sais-tu, moi. Oui, Vous vous viendrez êtes mardi. mieux. Ah, OK. Vous êtes mieux de passer mardi. C'est cool. L'adresse, c'est quoi déjà? 58-77 Papineau. Ah, OK, c'est ça. Voyez-vous, là, je traîne mon deuxième cerveau dans le bac en arrière. Fait que, c'est ça. Souvent, ça nous prend ça. ben oui. Vous êtes bien gentil de nous suivre assidûment. À date, jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez écouté toutes les émissions? Combien vous en avez? Non. Souvent, ça donne de même. J'écoute souvent la musique qui joue. Puis là, à un moment donné, je voulais pogner tantôt. Là, j'ai dit, tabarnak, c'est intéressant, ça. Hein? J'ai écouté, puis c'est ça. Ben là, raccrochez pas le poste parce que ce qui s'en vient... Ah, non, il est toujours Bang! 980, 940, moi, c'est mes postes. Bravo, monsieur. Merci encore beaucoup. une fois. Et bravo pour votre game, monsieur Dulude, de Laval. Félicitations pour votre émission. Oui, pour votre programme. Hein? OK, merci. Oui, merci. Ciao. Bonne journée. Ciao. Alors, on poursuit, mesdames, messieurs, à titre posthume. Dan, je veux rendre un hommage à un homme. C'est un ami, OK? Il est malheureusement décédé en 2018, le samedi 17 mars. C'est avec une profonde tristesse. Je vous lis l'espèce de document faire-part que sa femme m'avait fait parvenir. Ouais. C'est avec une profonde tristesse que je vous fais part du décès de mon époux Jean-Charles Duboc, survenu le samedi 17 mars à son domicile, c'est en 2018, de Saint-Pierre-en-Port, P-O-R-T. Pas P-O-R-C, là, le port, un port de bateau. Là. Bon. La messe de cérémonie aura lieu à l'église de Saint-Pierre-en-Port le 3 avril à 10h. À l'heure de la crémation, qui est à 16h à Yvetot, les cendres, mon Dieu, je lis mal. C'est écrit en script, hein? Les cendres seront dispersées en mer à Dieppe. Ça me dit de quoi, ça, avec la guerre? Dieppe. Oui. 45. Selon ses souhaits, dans l'intimité familiale, mon mari ne souhaitait ni fleurs, ni couronne. Et comme il était très attaché à son village cauchois, une participation à la restauration des vitraux de l'église serait la bienvenue. Et on donne l'adresse fondation-patrimoine.org/51210. Alors, ça vient de Christine Dubuc, de la rue de la Gaîté à Saint-Pierre-en-Port, de M. Duboc. Qui était-il? Bon. C'est un pilote d'Air France. Oui. Il venait très, très souvent au Québec à bord de son 747 avant de transférer sur Airbus 320 pour la compagnie Air France. Oui. Il va nous résumer ça un peu au début. Mais comme il est, selon moi, le témoin le plus important dans une affaire qui, encore une fois, selon Jean-Jacques Velasco, de l'ancien GEPAN, quand ça se nommait le CEPRA, Société d'expertise des phénomènes de rentrée atmosphérique, associé au CNES en France, le Conseil national d'études spatiales à Toulouse. Toulouse, c'est la NASA française. Toulouse est responsable en Guyane, au nord de l'Amérique du Sud, ce pays-là, où, proche de l'équateur, on lance la fusée Ariane dans l'espace. C'est un lanceur extraordinairement performant, fiable et puissant, surtout la fusée Ariane 5 et la dernière, là, de dernière génération. Place en orbite des satellites, parfois de 1-2 tonnes. Très puissant élément pour satelliser des gros objets. Et beaucoup de trucs se passent au CNES. Maintenant, le GEPAN a pris la relève, mais à cette époque, il faut comprendre que Velasco a fait une affirmation. Tout comme
Monsieur Jean-Claude Ribes, l'ancien directeur général de l'Observatoire de Lyon, les observatoires, parce qu'il y en a plus qu'un, qui est un astrophysicien, qui a écrit en disant surtout si des civilisations intelligentes visitaient la Terre, le meilleur moyen, selon eux, les scientifiques, pour venir nous visiter si fréquemment, c'est d'utiliser un astéroïde dans la ceinture d'astéroïdes pour installer une base permanente et elle servirait de relais. De sorte que, étant plus près de la Terre, ils pourraient venir ici plus souvent, aller sur la ceinture d'astéroïdes, se ravitailler, se rééquiper, manger, dormir, patati, patata, et revenir visiter la Terre. Il a écrit un ouvrage, et même 2, même 3 sur le sujet. Et troisième invité important, monsieur, on en a parlé tout à l'heure, Auguste Mécène, le professeur Auguste Mécène de l'Université Louvain-la-Neuve en Belgique. Ces 3 hommes-là, je les ai fait venir par avion au Québec lors de la première grande journée mondiale d'ufologie, 50 ans plus tard où en est la science. Ça s'est produit le 18 octobre 1997, une semaine après le sommet de Pocantico, où le milliardaire qui, dans l'acier, avec ses frères, s'est fait connaître mondialement, c'est un des frères Rockefeller, Lawrence, qui lui a financé beaucoup de travaux de recherche sur les ovnis avec l'université de UCLA en Californie, à Los Angeles. Et évidemment, qui était à cette journée? Jean-Jacques Velasco et même Jean-Claude Ribes était là. Vallée n'avait pas été invité. Ah non. Ce qu'il appelait The Rockefeller Initiative. Voilà, l'initiative. Voilà, ouais. Absolument. Puis en passant, Duboc, capitaine Duboc. Commandant, capitaine dans le temps. Non, c'est pas pareil. Mais dans le temps. Oui. Au début. Il a fini commandant sur Airbus. Bon, Duboc, là, rest in peace, c'est qu'il était beaucoup respecté par le Dr. Richard Haynes de la NASA. Absolument. Il a parlé en bien de lui. Comme tu sais, Dr. Richard Haynes ne crédibilise que les pilotes. Parce rarement, oui. Oui, c'est rare qu'il va sortir. Ils connaissent d'abord bien le ciel. C'est ça. C'est des habitués en parlant en degrés, minutes, secondes d'arc. Puis il fabule pas. Là. Puis c'est lui aussi qui a évalué les dimensions de l'OVNI de Montréal du 7 novembre 1990 c'est ça, dans avec le rapport Gannett. Haynes. Ouais, c'est ça. Haynes, pardon. Dr. Haynes. Ouais. Fait que mes sympathies à la famille Duboc. Voilà. Et M. Duboc, donc, ce que je disais, a vu cet OVNI à bord, au moment où il était commandant sur Airbus A320, entre Nice et Londres, à peut-être 32-33 000 pieds, là où l'air est le plus stable pour permettre un voyage agréable aux passagers, pour pas que ça tremble constamment. Là, on connaît l'aviation, toi et moi. Oui. Et puis, il a vu à 50 nautiques devant lui, 50 000 nautiques, là, enfin... une grandeur venticular. C'est fois 1,8 pour l'avoir en 1000. Alors, tout ça pour te dire que l'objet, selon lui, pouvait faire plus de 300 mètres. Il l'a su plus tard, parce qu'il y a eu au sol, au même moment, détection radar par des radars civils, parce que déjà encore en 1994, moi je me souviens, j'avais réalisé des entrevues ici, à Montréal, sur la rue Saint-François, du centre de contrôle aérien de Dorval. Oui. Et ces gens-là travaillaient encore en système analogique sur le mode primaire. Comme les militaires, ils voyaient tout dans le ciel. Les nuages, la pluie, ils voyaient les outardes, puis ils voyaient même des camions passer sur le pont Jacques-Cartier. Oui. Et ça, c'est très dérangeant pour un contrôleur aérien parce qu'il doit s'occuper des avions, pas ce qui roule sur le sol. Puis à force de voir, excusez-moi, de la scrap dans l'écran, c'est déconcentrant pour un contrôleur. Et eux, en France, lorsqu'ils ont détecté l'aéroport civil là, à Paris, entre autres, puis d'autres aéroports autour, la présence de ça, moi, j'ai appris qu'une base militaire a aussi détecté la présence de l'OVNI. Et on a aussi appris par Bernard Touanel de Los Angeles, qui, à l'époque, travaillait aussi comme rédacteur en chef des numéros hors série de VSD pour vendredi, samedi, dimanche. Et c'est lui qui a sorti le rapport Cometa dans Touanel, VSD. c'est un ancien pilote de chasse. Non, ça a toujours été un journaliste, OK. mais qui a été souvent invité
à piloter des MiG-21, puis à s'amuser à bord de jets comme du F-15, puis piloter différents avions de chasse de différents pays, tout en faisant sa job de journaliste. Sauf que lui, plus chanceux que moi, a pu connaître c'est quoi G-Force et se taper des 9, puis parfois même des 9.5, puis d'endurer ça 30 secondes sans nécessairement perdre connaissance. Ce que je veux dire, c'est que Bernard, lui, a appris qu'un équipage sur avion militaire complètement à l'opposé. T'as le Airbus, t'as ceux qui me voient à l'écran. Airbus, l'OVNI, l'équipage militaire qui s'en vient à la rencontre du Airbus, eux aussi ont vu l'OVNI. Mais avant qu'on ait la chance de mettre la main sur le rapport des militaires en question pour confirmer leur observation, les poules vont avoir des dents et puis ils vont mouiller des cocombes. Parce que, malheureusement, on ne peut pas mettre la main là-dessus. C'est toujours classifié top secret. Tu comprends? C'est ça qui est agaçant. Mais ce qui est intéressant ici, c'est comme c'est classifié selon la classification de Hynek, RO pour radar optique, c'est le premier dossier sur Terre. Comme le dit Velasco, comme le dit Rib, comme le dit Messen, comme le disent bien d'autres, c'est pour ça que je les ai nommés en introduction, on a ici le premier cas OVNI, plus important que celui de Montréal, même plus important que Sainte-Marie-de-Mont-Noir, que Trans-en-Provence ou que à Charente, en France. Je suis convaincu, moi aussi, que le fait que des radars ont détecté l'objet en même temps que le pilote, copilote, steward dans un avion civil l'ont vu, on a la preuve de la réalité physique des ovnis. Ça se peut-tu que j'entends ça, un real UFO, que tu confirmes? Toi, c'est fait, là. C'est ta croyance d'abord. Non, c'est plus une croyance, c'est un fait. On n'est pas en religion, on est en science. OK. T'as de la misère à te rentrer ça dans le crâne, toi. Là, je pense commence pas une chicane avec moi cette semaine. Je vais fesser sur ton occiput en arrière. T'as de la misère à faire la différence. Correct. Tu y crois. Tu y crois. C'est ça qui est important. Regarde, c'est ça, cher auditeur, arrête auditrice. d'écrire. Écris pas dans le Christy de micro. On va t'entendre pareil. On va baisser le pot, sinon. Fatigant. Alors, ce qu'il faut que tu comprennes... Toi puis tes pauses. Hey, maintenant qu'on a la preuve que c'est physiquement réel, on a réglé le problème de la nature. Qu'est-ce qui reste à régler? Et le silence suffit. C'est ça dans sa tête, c'est toujours silencieusement. Il n'y a rien vide. Alors donc... Tu peux m'en aller à la pause? Oui, on va y aller. Toi, ta pause. L'origine. Oui. Nature et origine. La nature étant réglée, il nous reste l'origine à régler. Après la pause, on écoute cette entrevue que j'ai jadis réalisé avec le commandant du BOC, et vous allez avoir la chance d'entendre sa propre voix, son propre témoignage. Et ça, c'est, entre autres, un des documents que je possède dans mon infinité de documents d'archives qu'on devra préserver. Oui, à la pause, et après, on écoute le commandant du BOC. Demeurez des nôtres avec le maître de l'insolite François C. Bourgault, qui vous invite à poursuivre votre réflexion sur le sujet d'aujourd'hui au AM 980. La suite après cette pause. Qu'est-ce que les femmes veulent? Les derniers styles européens sans le coût d'un billet d'avion? Sterling Art Boutique vous l'offre ici même. Voyagez à travers l'Italie, l'Allemagne et Israël avec un arrêt en Espagne et une escale au Royaume-Uni. Vous aurez l'impression de faire du shopping à l'étranger. Maintenant, vous savez où trouver ce que les femmes veulent. Toujours confortable, toujours stylé, toujours Sterling Art Boutique. 504 rue Maine à Hudson. Suivez-les sur Facebook. Sterling avec un I, Art Boutique. Que faire si un de vos parents ne pouvait plus vivre seul? La résidence pour aînés Château-Dollar a toutes les réponses. Des soins personnalisés et un personnel dévoué. Le tout situé au cœur de l'ouest de l'île depuis maintenant 30 ans. 514-685-4444. Châteaudollar.com.
Bonjour, hello, buongiorno, buenos dias. C'est à mon titre de coproducteur des émissions Le Maître de l'Insolite avec François Sébourbeau que je désire inviter les personnes qui s'intéressent, voire même qui se passionnent autant que moi au tableau d'art contemporain réalisé par de grands peintres de chez nous à poser un geste spécial. Je vous parle ici des peintres Saunders, Norwell, Thériault, Blanchet, Bourbeau, Benoît ainsi que Wannes. Pourquoi? Désirant apporter ma contribution financière personnelle à la recherche ufologique québécoise en accordant 10 % du produit des ventes de mes tableaux à l'œuvre que poursuit le maître de l'insolite François Sébourbeau. S'il y a un intérêt, je vous invite à me contacter via ma page Facebook à mon nom, Don Emilio Zino. Cette publicité est payée par les centres d'appel du groupe callcentersplus.com. Les amateurs de café, passez-vous le mot. Café Union a le grain de café parfait pour vous. Le mélange idéal grillé à la perfection avec l'aide d'instruments à barista. Le meilleur café filtre, espresso et cappuccino avec les cafetières de marque Rancilio et Quick Meal. Vous pouvez acheter en ligne pour une livraison au travail ou encore à domicile. caféunion.com. Venez nous voir à l'une de nos 2 succursales, 550 Montpellier à Ville-Saint-Laurent ou 148 Jean-Talon-Ouest à Montréal. Café Union, une tradition de bon goût. C'est votre chance. Ne la manquez pas. La méga vente d'entrepôt de Home Decor & Clothing s'en vient. Du lundi au vendredi de 10 à 18 h et les week-ends jusqu'à 17 h. Du 27 avril au 5 mai. Des rabais pour la famille à partir de 3 $ et plus. Et nous payons les taxes. Des oreillers valant 20 $ à seulement 7 $. 2 par client. C'est la super vente d'entrepôt de Home Decor & Clothing. Plus de 2 millions de $ en inventaire. Vous y trouverez de tout. Stationnement gratuit. 755 boulevard Lebeau, Saint-Laurent. Visitez melmat.com. Nous sommes de retour à l'émission du Maître de l'Insolite, François Sébourbeau. Alors, nous nous dirigeons maintenant en France où nous allons de ce pas rejoindre un invité tout à fait intéressant, la personne de Jean-Charles Duboc. Monsieur Duboc, bonsoir, bienvenue à l'émission. Oui, bonsoir monsieur Bourbeau, je suis content de vous rencontrer et de pouvoir parler aux cousins du Québec. Alors, monsieur Duboc, vous, là, professionnellement, d'abord d'entrée de jeu, dites-nous, dans votre carrière, vous avez œuvré pour quelle compagnie aérienne en tant que pilote professionnel? Eh bien, moi, j'ai travaillé à Air France, donc en tant que pilote de 1979 à 1998, soit près de 20 ans. Et j'ai été copilote pendant 12 ans et commandant de bord pendant 8 ans, dont 5 ans sur Airbus 320 et 3 ans sur 747. Sur des 747? Voilà, oui, c'est pour ça que je connais très bien le Québec, parce que j'y allais souvent en 747, je faisais les lignes ou passagers ou cargo. Ah bon. C'est une de mes destinations préférées. Vous allez vous faire des amis, là. Ah, mais j'en ai déjà. Vous avez le tour de vous faire aimer, à tout le moins. Ouais. Alors voilà, écoutez, en tant que pilote, donc, vous avez eu à survoler, évidemment, le ciel québécois, le ciel de plusieurs autres pays et continents. Dites-moi, en tant que pilote, là, vous avez combien de milliers d'heures de vol aux commandes? Moi, j'ai 12 000 heures de vol. Là, je suis en retraite actuellement. Je me suis arrêté parce que je supportais mal le décalage horaire et j'ai 55 ans, ce qui est un âge normal de retraite. Et donc, je me consacre à l'étude des ovnis actuellement. Et c'est un très gros problème qui se développe beaucoup, y compris en France actuellement. Alors, cet intérêt pour les ovnis, racontez-moi, parce que le 28 janvier 1994, c'est vous qui étiez aux commandes de cet avion d'Air France qui a permis, lors de votre observation, à tout le moins, à la fois vous avez eu l'observation visuelle, il y a des radars au sol qui ont détecté la présence de cet objet, exact? Oui, tout à fait. Là, j'étais donc commandant de bord d'un Airbus 320 qui allait de Nice à Londres le 28 janvier 1994. Et il faisait une très belle, c'était en pleine vers midi, 1h d'après-midi. Et donc, il y avait d'excellentes conditions météorologiques. Et donc, c'est un steward qui était dans le poste qui a vu cette première chose qui était apparemment, d'après lui, un ballon météorologique. Ensuite, c'était la copilote, j'ai une copilote, qui l'a vu aussi, Valérie Chauffour. Et ensuite, c'est moi qui l'ai vu le dernier. Et en fait, ça avait changé de forme. Hein. Et ça avait, d'après moi, je croyais que c'était un avion en face de nous, fortement incliné, à 45 degrés. Mais par contre, il avait une taille gigantesque, puisqu'il était à 25 nautiques à peu près, parce qu'on voyait très bien les distances avec les nuages d'altocumulus qui étaient dessous. Et on l'estimait, en gros, à plusieurs centaines de mètres.
Et ça ressemblait à peu près à quoi, M. Duboc? Ah ben c'était... Moi, tel que je l'ai vu, c'était une gigantesque lentille rouge sombre hein, qu'on voyait de profil. Hein. Donc, rouge sombre, une lentille, alors ça avait la forme discoïde ou quoi? Oui, du discoïde, oui, c'est ça. C'est comme ça que je l'ai vu. Hein. Et c'était... Plus gros ou plus petit que votre propre avion, à vous? Ah ben c'était... Vous voyez, comme on voyait la distance très bien, hein, c'était beaucoup plus gros. C'était énorme, en fait. J'avais la taille d'un paquebot, à peu près. Hein. Alors donc, ça aurait pu contenir carrément votre propre avion dedans? Ah oui, très largement, mais ça aurait pu contenir plusieurs 747, hein, sans problème. C'était beaucoup... Ça faisait... Moi, j'ai été auditionné après par des officiers de l'armée de l'air. On a fait une étude en gros, hein, et ça faisait à peu près 300 mètres de diamètre. C'est énorme. Ben, c'est tout à fait énorme. C'est pour ça, si vous voulez, que j'ai refusé de faire un rapport écrit pendant 3 ans. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que dans ma carrière de pilote de ligne, j'avais eu aucune information là-dessus. Aucune. Et Air France ne vous a jamais formé à une rencontre dans les airs avec un ovni? Non, nous savions qu'il fallait faire des rapports. Et ça, nous l'avions fait, dans l'observation, nous l'avons fait immédiatement au centre de contrôle aérien, qui nous a transféré sur le centre de Reims, qui est un centre militaire. Là, on a fait rapport oral. Mais ça s'arrêtait là. Il n'y a eu jamais d'information, Air France tout au moins, sur ce type de phénomène. Et je pense que ça n'a pas changé, d'ailleurs. Et je sais que dans l'Airbus, la cabine, pour avoir eu la chance d'y entrer, est vraiment fabriquée à la manière presque de la cabine de la navette spatiale Challenger ou Columbia ou Atlantis. Votre radar de bord ne vous a absolument pas permis de rien observer pour confirmer la présence physique de l'objet. C'est un radar météorologique qui n'est pas du tout adapté à la détection d'objets volants. Alors, par contre, ça a été observé, là je suis 3 ans après, et c'est pour ça que je fais un rapport. Ça avait été observé au radar de Saint-Mars-la-Pile à Tours, qui en fait est un des radars de Taverny, le centre de protection nucléaire. Le CODA, le centre opérationnel de la défense aérienne. Ça, c'est le CODA, c'est militaire. C'est militaire et c'est couplé à l'OTAN, c'est couplé avec les radars de l'OTAN. Alors, eux, travaillant en mode primaire, ont réussi à détecter la présence d'objets. Voilà, tout à fait. Et ce qui est stupéfiant, c'est que cet objet s'est dématérialisé sous nos yeux et il a en même temps disparu de l'écran radar. Simultanément? Oui, oui, quasiment, simultanément. Et c'est ce qui est encore plus énorme, quoi, parce que c'était très gros, gigantesque, et en plus ça a disparu. Ça s'est dématérialisé, et ça c'est incroyable. Combien de temps que ça a duré, cette observation? Bon, nous, l'observation, elle a duré entre 1 et 2 minutes, et sur l'écran radar, elle a duré 50 secondes. D'après vous, est-ce que ça bougeait l'objet ou il était fixe? Bah nous, on l'a pas vu bouger, on l'a vu quasiment immobile. Hein. Au début, il semblait bouger. Et après, on l'a vu quasiment immobile pendant une grosse minute. Hein. Est-ce que quelqu'un vous a révélé une vitesse initiale quelconque de la part des militaires? Est-ce que vous avez pu lire un rapport qui vous a permis de transpirer une info? J'ai eu l'enregistrement radar, tout au moins une partie, parce que ces enregistrements sont un peu classifiés. Donc, et il avait une vitesse, je me souviens bien, de 200 km/h, quelque chose comme ça. Ce qui n'est pas beaucoup. Ce qui est normal. Ce qui n'est pas une vitesse extraordinaire. Non, surtout quand ça remontait le vent, enfin l'éco-radar tout du moins. Et l'éco-visuel était décalé, hein, parce que ce qui était stupéfiant, et là l'analyse a confirmé, si vous voulez, c'est que l'éco-radar est totalement détaché de l'objet. Parce que nous, on voyait l'objet à 50 km, en gros, 45 km, 50. Et il était au-dessus de Paris, à peu près, puisque nous, on était à Coulommiers. Et l'éco-radar nous a quasiment percuté. Il est passé à moins d'un nautique. D'un 1000 nautique? Oui, un nautique, ça fait 1000 mètres, 1800 mètres. Donc, si vous voulez, ça, c'est inconcevable, parce que on ne sait pas faire, de toute façon, ça, ce genre de phénomène. On va s'arrêter pour une pause, Monsieur Duboc, Jean-Charles, son prénom, et on vous revient tout de suite après. De retour avec Jean-Charles Duboc, ex-pilote pour Air France, maintenant à la retraite. Mais Monsieur Duboc, puisque votre objet, vous me dites là que l'image fantôme radar de l'objet vous a vraiment frisé les moustaches à moins de 1 km de distance. Oui, tout à fait. Si vous voulez, c'était ce qui était stupéfiant et qui a été remarqué tout de suite, parce que si vous voulez, imaginez, si vous voulez, qu'un avion militaire tire un missile là-dessus, hein, eh bien, il n'aurait pas été sur l'OVNI, si vous voulez, il aurait été sur l'éco-radar. Il aurait percuté notre avion. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vous qui l'aurez pris, ouais. Il faut surtout pas tirer des missiles là-dessus, parce qu'on ne sait pas du tout, on ne maîtrise pas la technologie adverse, en fait. Ça nous dépasse. Mais la confirmation était faite que l'objet était physiquement réel, puisqu'il y a eu détection radar. Ça retournait l'écho. Oui, tout à fait. Alors c'est peut-être un écho artificiel, mais ça on ne sait pas faire non plus avec les échos primaires de radar militaire. Hein. Les fréquences changent
peut-être 1 million de fois par seconde de façon aléatoire, donc c'est impossible de faire de l'image de synthèse. C'est inexplicable, et j'étais surpris d'ailleurs de l'intérêt des militaires, en français, sur cette observation. C'est vraiment très très fort. Faudrait demander à Gilbert Payan, mais un de ces 4, on va discuter avec lui. Ah ben écoutez, j'ai discuté avec lui là-dessus, et lui était très très intéressé. Ouais, c'est un peu normal. Il représente les forces militaires françaises pour essayer d'apprivoiser la technologie des ovnis afin de trouver une applicabilité technique dans notre société policée, n'est-ce pas? Eh oui, bien sûr. Vous savez que votre cas à vous est au cœur même d'un énorme débat qui a, mon Dieu, été longuement discuté à la première journée mondiale d'ufologie du 18 octobre 97 au Québec, parce que Auguste Mason, physicien, était là, Jean-Claude Ribes, astrophysicien, était là, et Jean-Jacques Velasco était là pour cette journée. Et Jean-Jacques Velasco a longuement utilisé le cas du 28 janvier 94, donc votre observation, oui, pour démontrer la réalité physique du problème des ovnis. Est-ce que vous étiez au courant que le CEPRA utilisait votre cas comme... Oui, bien sûr, parce que si vous... élément important. C'est pour ça que j'ai accepté les interviews, parce que il y avait un écho-radar, et ça c'était primaire, et ça c'est indiscutable. On ne peut pas le remettre en cause. Il y avait une observation visuelle faite par plusieurs pilotes et un steward, et c'était une réalité. Il n'y a pas d'hallucination des pilotes, il n'y a pas encore moins d'hallucination des radars militaires. Mais vous, M. Duboc, avant d'observer ce phénomène, est-ce que vous portiez une attention quelconque au problème des objets volants non identifiés? Ah non, pas du tout. C'était pas du tout un centre d'intérêt comme ça l'est maintenant. C'était un centre d'intérêt comme tant d'autres, hein, mais sans particularité. Hein. Alors, c'est vraiment à cause de votre observation que vous avez complètement changé d'attitude? Ah oui, tout à fait. Oui, je me suis beaucoup intéressé à l'astronomie. Hein. Il y a d'énormes progrès actuellement en astronomie. Puis effectivement à tout ce qui peut être en rapport avec des vies extraterrestres, c'est-à-dire les phénomènes ovnis. Et là, il y a quand même plus de 1200 cas d'observation de pilotes en 50 ans, dont 20% qui sont corrélés par des radars militaires. Et vous dites quoi des sceptiques qui prétendent que les ovnis ne peuvent provenir d'une autre planète ou les ovnis ne peuvent carrément pas avoir une existence physique puisque aucun pilote en a vu et aucun astronome professionnel en a vu? Oui, mais ça, c'est de la désinformation, si vous voulez. C'est une désinformation totale, hein, qui est soigneusement entretenue jusqu'à maintenant, et c'est en train de changer. C'est en train de changer puisque le CNES, là, en France, va mettre prochainement sur Internet 3000 rapports de gendarmerie d'observation d'OVNI. Donc le CEPRA a été remplacé par le GEIPAN, le GEPAN. On connaît ici, oui. Et donc... ça commence à bouger beaucoup actuellement en France et on va être obligé, je l'espère, de mettre ça d'une façon officielle, de faire une communication officielle et positive. Là-dessus, sans évidemment donner pouvoir de donner de réponses ou d'explications absolues, mais au moins que ce soit pris comme une réalité, non pas du tout comme de l'occultisme ou des phénomènes paranormaux. Ça n'a rien à voir. Vous pensez quoi, Monsieur Jean-Charles Duboc, des gens qui ne se préoccupent pas de ce sujet-là aujourd'hui et qui, carrément encore aujourd'hui, s'en moquent? Si vous voulez, il y a déjà un très gros problème de manque d'information. C'est la première des causes. À partir du moment où on ne donne pas l'information, la véritable information... Ou la bonne information, ouais. On peut pas le critiquer. Critiquer ceux qui refusent de croire à ce genre de choses, sachant que c'est, si vous voulez, effectivement très surprenant, et puis que les autorités officielles, notamment les défenses nationales, ne font pas de véritable communication là-dessus. Et ça, c'est normal que ce soit sceptique, que les gens soient sceptiques. À partir du moment où les armées de l'air des pays vont officiellement parler du phénomène OVNI, ou la marine, ou les armées de terre, eh bien ce sera indiscutable. Faut quand même savoir que près de 50% des observations d'OVNI ont été faites près des centres de fabrication d'armes nucléaires ou de stockage d'armes nucléaires. Vous croyez qu'il y a un lien? Oui, tout à fait. Pour moi, c'est une surveillance de la planète par une ou plusieurs civilisations extraterrestres. Oui. C'est ce qu'a écrit Jean-Jacques Velasco dans son livre, d'ailleurs. Et qui porte quel titre? Rappelez-nous-le, s'il vous plaît. Le OVNI l'évidence. OVNI évidence. D'ailleurs, dans lequel vous avez pas signé la préface, mais pas loin. Oui, enfin disons que j'ai accepté de participer à la rédaction et que mon nom soit cité, oui, bien sûr.
Demeurez des nôtres avec le maître de l'insolite François C. Bourbeau, qui vous invite à poursuivre votre réflexion sur le sujet d'aujourd'hui au AM 980. La suite après cette pause. Bonjour, hello, buongiorno, buenos dias. C'est à mon titre de coproducteur des émissions Le Maître de l'Insolite avec François C. Bourbeau que je désire inviter les personnes qui s'intéressent, voire même qui se passionnent autant que moi au tableau d'art contemporain réalisé par de grands peintres de chez nous à poser un geste spécial. Je vous parle ici des peintres Saunders, Norwell, Thériault, Blanchet, Bourbeau, Benoît ainsi que Wannes. Pourquoi? Désirant apporter ma contribution financière personnelle à la recherche ufologique québécoise en accordant 10 % du produit des ventes de mes tableaux à l'œuvre que poursuit le maître de l'insolite François C. Bourbeau. S'il y a un intérêt, je vous invite à me contacter via ma page Facebook à mon nom, Don Emilio Zino. Cette publicité est payée par les centres d'appel du groupe callcentersplus.com. Que faire si un de vos parents ne pouvait plus vivre seul? La résidence pour aînés Château-Dollard a toutes les réponses. Des soins personnalisés et un personnel dévoué. Le tout situé au cœur de l'ouest de l'île depuis maintenant 30 ans. 514-685-4444. Châteaudollard.com. Nous sommes de retour à l'émission du maître de l'insolite, François C. Bourbeau. Bon, il y a des gens qui vont être très, très heureux de mettre la main sur ces bouquins. Les gens sur YouTube, vous les voyez, je les tiens dans mes mains. Et les autres qui nous écoutez sur françoiscbourbeau.com, ben, vous l'avez entendu, mais pas vu. C'est pas plus grave que ça. Je vous rappelle que, pardon, mesdames, messieurs, nous espérons, et tu le sais, Don, tu travailles à mes côtés depuis assez longtemps. On a très hâte de recueillir cette somme de 60 000 $ en dons pour très vite mettre au travail une compagnie d'Ottawa et une de Montréal. L'autre est au Manitoba pour trouver ce fameux moyen de récupérer la totalité du contenu de pratiquement 900 VHS. Ça, c'est sans parler des autres formats de cassettes, les 3/4, les Betacam et tout le truc. Les cassettes audio, tu sais, les anciennes petites cassettes 4 pistes, là. On écoutait ça dans nos bagnoles, avant que c'était 8 tracks, là, mais là, c'est 4 pistes. Et aussi, ben, tout ce que j'ai dans les classeurs, plus dans les boîtes, parce que il faut de la place. Ça paraît pas, hein? Mais quand tu commences à te chercher un loyer pour vivre et que tu veux préserver à la fois tout le matériel que tu accumules depuis 45 ans. 45 ans bientôt. Faut que tu accumules du stock. C'est bien beau, mais tu vas le mettre où? Tu es obligé de faire des choix qui te coûtent beaucoup d'argent juste pour ranger du matériel que tu veux préserver afin de ne pas le perdre. Mais pendant ce temps-là, là, il faut que tu payes. Ça coûte très cher. Tu sais, on pourrait vivre d'un 3,5, mais on est obligé toujours d'être minimalement dans des 7 puis des 8 avec un garage. Sinon, ça ne rentre pas. Tu es obligé d'aller mettre ça ailleurs. Puis là, il y a le risque de feu, puis il y a le risque de vol, puis il y a le risque de... Puis le risque. Parce que quand tu n'es pas toi-même en train de pouvoir gérer tout ça puis de contrôler tout ça, tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver quand c'est ailleurs. Tu comprends? Moi, c'est ça qui m'inquiète. Ben, c'est ça. Mais nous autres, on fait appel surtout aux bons Québécois. S'ils peuvent donner au moins 5 piastres. Générosité, voilà. C'est pas 5 piastres, il n'y a rien là. Je veux dire, si tu avais 100 000 personnes qui donnaient 5 piastres. Ou une, oui. Ben, déjà. Ça fait. Ben oui, c'est ça. Mais on force pas des gens, là, tu sais, des gens qui trouvent de la valeur avec l'émission que tu mets sur pied toutes les semaines, là, qui a une grande valeur. Mais plus important, c'est de conserver ton patrimoine. Tu as investi quand même 45 ans. Faut le faire. Puis honnêtement, là, c'est pas parce que je veux te lancer des fleurs. Tu es le seul ufologue que je connais en Amérique du Nord, pas au Québec, qui est aussi bien documenté que toi. Tu peux pas, ça serait un péché mortel de laisser tout ça aller comme ils ont fait avec Bordelot il y a 100 ans. Oui, que sa femme avait brûlé tout son stock. Ah, mon Dieu. Là, je suis un petit peu déçu parce qu'on a pris tellement de temps avec notre première invitée
que la deuxième partie de l'entrevue avec M. Jean-Charles Duboc ne peut être présentée aujourd'hui parce qu'on va défoncer. On n'aura pas le temps pour vous présenter. Mais on va le faire la semaine prochaine parce que ça va tomber bien. Tu sais, la personne que je voulais amener en studio. Oui, c'est vrai, il faut le dire, ça. Elle a eu une bronchite aiguë, puis elle est encore à l'hôpital. Fait que j'y ai parlé hier soir à 11h15 le soir. Puis on m'a dit de l'appeler dans pas grand temps, puis qu'on va faire de quoi pour la semaine prochaine. Ouais. Fait que, tu sais, je m'en excuse. Et puis c'est ça. Ben, tu t'excuses, dans le fond. Bon, elle est malade. Elle est malade, là, il faut comprendre. Puis en plus, on est à la radio, il faut parler. Si la personne... Non, c'est ça. Elle respire difficilement. Elle a la misère à respirer, puis tout ça, puis des gros antibiotiques, puis est encore à l'hôpital. Bon, de toute façon, on lui donne le temps de se remettre, mais c'est clair, tôt ou tard, c'est sûr qu'on va l'avoir. Là. Ah ben c'est sûr. Puis en plus, il faut dire que cette personne ayant été enlevée, abductée, a aussi été, et moi, c'est ce qui m'a fait un peu changer mon point de vue, là. Par rapport à l'OVNI de Montréal, vous savez le phénomène du 7 novembre 1990, au-dessus de la place Hilton Bonaventure, lui, cet homme-là, comme il était en train de jouer de la musique dans le bâtiment, un étage plus bas. C'est ça. Et qu'il a vu son bar se vider complètement, parce que le monde allait voir ça sur le toit de la piscine, là, où se trouvait la piscine chauffée. C'est ça. Et bien, lui, il a arrêté de jouer. J'ai dit, coudonc, notre musique doit être plate, quelque chose de rare. Le monde nous fuit comme ça se peut pas. C'est justement ça qu'il avait dit, oui. Et là, ben, il est sorti, lui-ci, puis il est allé voir, et il est devenu un témoin important parce qu'il a vu presque le début de la manifestation. Mais pas seulement donc, ça, c'est ce qu'il a à dire est plus important encore parce qu'il a vu. C'est très différent comme témoignage par rapport à tous les autres que j'ai pu entendre. Mais dans le temps que j'étais avec Muffon, je l'avais interviewé, j'avais pris un rapport, OK? Mais c'est un gars qui, vraiment, selon moi, a été enlevé depuis son enfance, depuis l'âge de 5-6 ans. OK, dans son pays natif, en Roumanie. En Roumanie, oui. Oui. Et puis là, hier soir, il m'a dit, Monsieur Millot, je dois vous dire une chose, il y a des choses que vous ne saviez pas que je vais vous divulguer dans pas grand temps. Puis là, j'ai hâte d'entendre le nouveau qui va nous dire. Puis je veux que tu sois là, parce que moi, évidemment, j'ai pas ton expertise. Et puis, je veux que tu l'écoutes toi-même. Puis après ça, tu me diras... Oui, non, peut-être, ceci. Oui, est-ce qu'il nous remplit? Ou est-ce qu'il a confondu? Ou est-ce qu'il a réellement vu un objet volant non identifié? Pas au sens où c'est le reflet du soleil sur l'aile ou une carlingue d'avion, puis le monsieur manquait de connaissances, donc il a pris ça pour ce que l'on veut que ce soit. Le plus intéressant là-dedans, c'est que on lui a contacté quelques heures avant télépathiquement. C'est là que tu dois vraiment l'interviewer. Oui, c'est la partie à explorer. Là. C'est ça. Puis je connais une autre madame, la même chose, télépathiquement. Elle a été encouragée de regarder le ciel puis une grande sphère orange sur sa maison. Puis on lui a dit en anglais, « Don't worry, we're just doing a survey. » On fait des recherches, point d'aller. Puis il n'était pas énervé plus qu'il faut. En tout cas, le phénomène des ovnis, là, comme tu sais, maître, c'est tout un phénomène. Wow. Il y a beaucoup à faire. En plus, le plus important, selon moi, c'est la formation pour que ceux et celles qui sont prêts à la relève puissent travailler tous de la même façon afin de pouvoir normaliser l'information, c'est-à-dire la rendre en langage formel et la rendre surtout en langage informatique. Donc, il est intéressant que, par exemple, la question 120, la manière qu'elle est posée, elle l'est de la même manière pour tous les techniciens enquêteurs. De sorte que les témoins qui y répondent, il est possible ensuite de la transformer comme grand A égale ouverture B moins C sur delta D va égaler une réponse. Et ça, on peut fabriquer
des formules qui nous permettent par la suite d'arriver plus rapidement aux réponses traduisibles en graphique. Alors, comme ça, on a le même langage, la mathématique étant universelle ainsi que la physique. Et ça apportera, je crois, le petit manque là, actuellement. Là. Il nous manque un petit quelque chose. Et c'est l'universalisation du langage qui va faire en sorte que tous les groupes travaillant de la même manière vont un jour pouvoir être reconnus. On verra les universités embarquer et on verra par la suite, ce qui est encore plus important et intéressant, une reconnaissance du phénomène. Et là, peut-être que les forces armées, qui possèdent l'excellente information, je ne dis pas qu'ils possèdent toutes les réponses, je dis qu'ils possèdent de l'excellente information parce qu'ils ont les radars, les satellites et tout ce qu'il faut, ben là, à ce moment-là, peut-être, on apprendra ce que l'on doit apprendre. Vite, j'attends une réponse du bureau de Dr. Jacques Vallée, avec qui je suis en contact. OK. Parce que... Ça, c'est Arizona, là. Oui, parce qu'ils veulent, puis ils respectent beaucoup le fait qu'il y a beaucoup de, comment dirais-je, de fans de UFO au Québec, puis ils le savent. OK, les Québécois sont très passionnés par le sujet de l'ufologie. Fait que j'attends une réponse finale cette semaine. On se laisse là-dessus. Alors, merci au réalisateur Charles Lambert. Merci Don Emilio Zino, co-animateur, ainsi qu'à Dominique Nadia-Villemer la semaine prochaine. Bye. Rendons maintenant le plein contrôle de votre mental, de votre esprit. Retour à la normale. Vous venez d'entendre le maître de l'insolite, François C. Bourbeau, qui vous donne rendez-vous samedi prochain à la même heure, soit midi, toujours en direct avec de nouveaux invités, les spécialistes du domaine du paranormal et de la science. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage aux frontières de l'essentiel qui demeure invisible à l'œil des humains. À bientôt.